Freestyleuse, une revenante à tous les sens du terme, atypique, elle excelle dans le superpipe. Elle vient à 29 ans de remporter les X Games Europe, une première. Une figure du freeride, elle a remporté l'Extrême de Verbier, la référence, et vient d'être sacrée dans la foulée championne du monde 2013 sur le Freeride World Tour. Wow! 100 courses au compteur en Coupe du Monde de ski alpin, il est le chef de groupe de vitesse filles, son talon d'Achille, le genou et peut-être les filles. Le fils de Jules, champion du monde de Super G Junior en son temps, il vient d'être nommé directeur des équipes de France féminines, un sacré job. Rédacteur en chef de Ski Chrono, le magazine dédié à la compétition, il connaît tout des coulisses de la neige, ou presque. L'actualité sportive est sa passion, il est aussi une vraie pointure dans le milieu du ski, une compétence XXL. Marie Martineau, Élodie Mouton, Nicolas Burtin, Benjamin Melchion, Patrick Lafayette et Laurent Davier sont les invités et coachs de ce 3e numéro de Ski Room. Bonjour, bienvenue sur ce 3e plateau de Ski Room, c'est la 3e émission. On est là pour se faire plaisir, on est là pour parler ski, c'est notre passion à tous, et on est là pour découvrir un tout petit peu les coulisses du ski de compétition. Alors merci d'être là. Marie, merci de l'invitation. Et bravo, dis-moi, bravo. C'est gentil. Hein, gentil. Tu restes sur une super victoire là. Je finis ma saison comme ça, ouais effectivement. Après, je ne compte pas m'endormir. C'était bien, mais voilà. Alors pareil, l'émission va être marquée sous le sceau du sourire féminin et sous le sceau du ski féminin. Élodie, pareil, une super victoire, gagnée à Verbier, l'Extrême de Verbier, c'est un peu le ski Kitzbühel pour le ski freeride. Oui, exactement. Comme Marie, je termine en beauté ma saison et j'espère aussi continuer sur ma lancée. Des nouvelles de ta petite sœur, ta sœur jumelle? Ah oui, ma sœur jumelle. Ta sœur jumelle, parce qu'elle est aussi dans la compétition, elle. Oui, exactement. Elle termine 6e du World Tour et l'an prochain, je pense que la bataille sera de nouveau assez rude entre moi, elle et puis aussi Margot Rosias, une autre Française. Ouais. Nicolas Burtin, patron du ski féminin, des descentes, vitesse. Et alors, grande victoire cette année quand même. Titre de champion du monde de descente. Oui, définitivement une vraie belle victoire avec Marion. C'était le point d'orgue de la saison, c'était l'endroit où il fallait marcher et ça a très bien fonctionné. Bon. On va en reparler, mais c'était quand même c'est la plus belle journée de l'hiver, non? Oui, pour toi, en tous les cas. Sans problème. Pour moi et pour beaucoup de monde, ouais, vraiment. Benjamin Melchion, bonjour. Alors, c'est la nouvelle tête du ski féminin. Voilà, tu vas prendre tes fonctions. Tu as pris tes fonctions, c'est officiel? Oui. C'est fait. C'est fait. Ouais. Donc, tu es le patron du ski féminin alpin. On peut dire ça, ouais. On peut dire ça comme ça. Jeune patron. Oui. Ouais. 38 ans. 38 ans. Voilà. Heureux de rejoindre cette belle équipe, surtout. Donc, on va en parler. Ça va être un gros dossier, le ski féminin. Des nouvelles de Serge Chevalier, tout va bien? Oui, il fait beau, magnifique, beaucoup de neige, tout va bien. Patrick Lafayette, grand reporter, on l'a dit en présentation, tout va bien. Hier soir, le match, alors au Parc des Princes. Oui, un bon match, un bon PSG, un bon Barça, une bonne ambiance, vraiment bien, sympa. Bon, mais il n'y a pas que le foot dans la vie. Ouais, tu peux te mouiller là, parce que l'émission va passer entre les deux matchs. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Je sais pas. Ouais, mais on ne sait pas. Au moment où on l'enregistre, on ne sait pas si Messi jouera. Donc ça peut être la clé du match. Mais a priori, PSG a fait ce qu'il fallait pour maintenir le suspense, mais normalement, le Barça devrait passer. Laurent Davier, l'habitué, tu es là pour nous faire un peu le portrait de tout ce qui se passe, ça va? Ça va bien. L'hiver des Français se poursuit de manière exceptionnelle, puisqu'on s'aperçoit que même dans les disciplines entre guillemets dites alternatives, comme le ski halfpipe ou le freeride, les Français sont au rendez-vous et c'est vraiment un bel hiver qui se prolonge. Alors, technicien du jour, Martin Toul. Bonjour. Et là, on a encore un champion du monde, finalement. C'est toi qui préparais les skis de Marion? De Marion pour tout au cours de la saison et notamment pendant les championnats du monde. Donc le titre, il est un peu à toi aussi, celui-là? Non? En partie comme au coach ou il a l'air à d'accord. l'athlète. Nico, il a l'air d'accord. Ça allait vite, ce jour-là. Non, ça allait très vite. Je crois que tu avais bien fait le boulot, là, non? Si, on s'en est pas trop mal sortis. Ouais. Les skis étaient assez vite. Donc, combien de paires de skis tu fais dans l'hiver? Tu as calculé à peu près? On va dire, sur l'hiver, on en fait un petit peu moins. On fait 2 paires par coureuse, voire 3 paires. Mais après, sur l'été, on va sur 3-4 paires par coureuse par jour. Donc, on va dire ça fait une moyenne de 6-7 paires par jour. En sachant qu'il y a sur une paire, pour une compétition, il y a 3 heures de boulot au moins. Pour une paire course. Donc pendant 8-9 heures, tu limes, quoi.
Voilà, on lit mon broche, on part. Parfait, merci. Voilà, alors donc, voilà, c'est bien parti pour cette émission. Donc, on va avoir 3 thèmes, hein, vous l'avez deviné, forcément. On va parler de freeride, on va parler de ski alpin féminin, et puis on va parler des X-Games que tu as remporté. Puis on fera une petite avec toi. Le ski nordique, parce qu'on a fait une belle saison de ski nordique. Une belle saison de neige en général, mais vraiment ski nordique, ça a pas mal marché. On en parlera tout à l'heure. Alors, avant toute chose, on va se faire un petit plaisir parce qu'on salue, là, en ce moment, le 30e anniversaire des Apocalypse et de Régis Roland, qui était le précurseur de tout le monde ici. Hein. Pour le snowboard, je parle pas pour les skieurs. Et c'est donc la Minute de Pedrette qui s'amuse un peu, qui est partie faire du snowboard au Cachemire, la Minute de Pedrette. Bon Régis, quel sublime endroit pour venir fêter 30 ans d'histoire du snowboard ici au Cachemire. Ouais, c'est super et Gulmarg c'est vraiment beau, il y a vraiment des belles combes, le télécabine monte à 4000 mètres et ça ouvre un espace incroyable. Les gens sont magnifiques, c'est l'Inde, c'est le Cachemire. Alors là c'était un petit peu difficile pour arriver parce que c'est un peu chaud en ce moment, donc ça met un peu de piment dans l'expédition, ce qui est plutôt sympathique, hein, et vraiment magique. Bon Régis, on va revenir sur cette saga Apocalypse, les rouges contre les jaunes, d'où est partie cette idée? Ça a été la rencontre avec le team Winterstick qui est arrivé aux Arcs 2000 en janvier 82. Ils sont arrivés avec les planches, c'était une équipe de 5 riders. Puis après, ils nous ont emmenés rider, ils sont partis au bout de 5 semaines. Et puis moi, j'ai essayé de dompter l'engin. J'ai mis 3 mois pour tourner donc. Puis après, ça a été une rencontre avec Alain Guémard, qui était le directeur de la station, qui gérait le marketing, tout ce qui était un peu la com. Et puis il s'est dit, allez, il y a une bonne bande de jeunes chez vous, il y a des monoskieurs, des bons skieurs, toi tu commences à dompter légèrement le snowboard. L'année prochaine on fait le premier film qui s'appelle Ski Espace, donc on a fait Ski Espace en 83. Et après on est parti sur les films Apocalypse, donc le mélange Guémard, Didier Lafont, le réalisateur, des idées de fous. Et c'était l'idée d'Apocalypse Now qui s'est transformée en Apocalypse Snow. Bon, moi j'ai toujours mon petit DVD avec moi. Si tu devais garder un souvenir, le plus grand moment de ces 3-4 épisodes, lequel ce serait? Un souvenir un peu épique. Après ça dépend, il y en a tellement, mais le gros truc c'était peut-être Apocalypse 2, quand c'était la baston entre les jaunes, les gentils et les rouges, les méchants, quand on était aux États-Unis avec l'Américain qui a sauté par-dessus le train et qui s'est mangé le toit du train. Et moi j'étais là, je donnais les départs, j'ai vu le ski réapparaître, remonter, j'ai dit bon lui il est plié, il est mort, il est sous les rails. Dernier jour de ride au pied de cette magnifique chaîne qu'est l'Himalaya, un dernier cadeau de l'ami Régis Roland, Magie Lézard. On se retrouve à 4500 mètres d'altitude, à la frontière pakistano-indienne, pour une ultime session de ride dans une poudreuse profonde et légère, un pur moment de bonheur. Ça donne envie, non, Elodie? Oui, tu connais là, sûr. non? T'es allée là-bas? Oui, je suis allée là-bas l'an dernier et c'était vraiment magique. Et finalement, c'est assez facile d'accès. Donc, c'est vrai que s'il y en a qui ont envie d'aller faire du freeride dans un pays exotique, allez à Gulmarg. Régis Roland, ça t'inspire quelque chose? Parce que, bon, t'étais pas né quand lui a commencé à faire du snowboard. C'est un pionnier du snowboard en France, quand même. T'as vu ses droites? C'est magnifique. Oui, c'est clair. Il faut qu'il me donne des cours. Vous, quand vous voyez ces images, là, non, Nico? Du snowboard, t'en es où du snowboard? Non, j'en ai fait un petit peu du snowboard comme tout le monde, je pense, mais non, je suis tellement focalisé sur ce que j'ai à faire que non. Pas plus que ça. Bon, justement, on va parler de tout ça dans un instant, mais on va commencer tout de suite avec le freeride. Alors Laurent. Alors le freeride, c'est freeride, année 1. Année 1, puisque la grande nouveauté, c'est que le circuit était unifié. Hein. C'est un peu comme en boxe, il y avait plusieurs ceintures. Et là, ils ont eu la bonne idée d'unifier les 3 circuits pour en faire plus qu'un, le Swatch Freeride World Tour. Et donc, ça donne une lisibilité plus simple à cette discipline. Une discipline dans laquelle la France a une longue tradition, puisqu'on s'aperçoit quand on regarde le palmarès, hein, suivant les circuits à l'époque, qu'on a quand même des skieurs de talent. Hein. Arnaud Adam qui a gagné à Valdez à l'époque en Alaska, Guérin Chichery, Manu Guédé, Aurélien Ducrot, Candide Tovex qui avait aussi gagné.
Donc c'était Céd Michaud, très, très fort skieur, et des snowboarders, avec Xavier Delru aussi, qui était à une époque qui dominait la discipline. Et puis cette année, on a vu arriver une jeune femme, une Française, qui s'est imposée en gagnant notamment l'avant-dernière étape en Autriche et l'extrême de Verbier en snowboard. C'est Élodie Mouton, elle est avec nous. C'est une snowboardeuse, mais c'est la tête et les jambes, parce qu'elle est aussi en doctorat de droit. Oui, j'ai vu ça. Ce qui est, ma foi, pas mal. Et les jambes, puisque non seulement elle est championne du monde de freeride en snowboard, mais elle a quand même fait une grande carrière en athlétisme, puisqu'elle détient le record de France du 3000 mètres steeple en 9 minutes 55. Et vous pouvez vous mettre derrière elle, je pense qu'on aura du mal à la suivre. Et parle-nous des jeux un peu, non? Des jeux d'été. Ah oui, des jeux d'été. Des jeux d'été. Oui, c'est sûr que ça fait rêver. Enfin, moi, à l'époque, quand je faisais de l'athlé, mon objectif, c'était de faire les jeux d'été. Ouais. Et je pensais pour Pékin, notamment. Oui, voilà, je pensais que je pouvais me qualifier. Malheureusement, je me blesse une semaine avant les élections. Sinon, tu devais y aller, enfin, c'était bon. Et oui, je pense que ça aurait été bon. Mais bon, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Du coup, je me suis remis à mes premiers amours et j'ai retourné. J'ai refait du snowboard parce que c'était mon sport d'origine. Et puis maintenant, vu que j'ai gagné Verbier, je vais continuer à me lancer. Là, tu feras jamais les Jeux Olympiques de freeride, non? Ça ne va pas exister, ça, si. Vous êtes sûr. Candidat, vous voudriez faire, non? Non, je pense que ça ne correspond pas du tout. Oui. Non, mais elle peut le faire en border cross. Voilà, je peux faire du border cross. Ouais. Ou je peux. Et alors, tu y penses pour Sochi? Pourquoi pas, mais ce sera peut-être un peu juste pour Sochi. Parce que Delru, il va le faire, non? Sûrement, Xavier? Peut-être, s'il arrive à se qualifier. Ouais. Après, c'est juste que, oui, c'est pas forcément évident pour se qualifier. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de courses avant Sochi. Alors, on va faire tout de suite le point sur ce qu'est le freeride. Finalement, une petite définition. Ça va nous faire du bien parce que on a toujours du mal un peu à se reconnaître dans tout ce qui se passe sur la neige. Donc, c'est Nicolas Alwood qui est l'organisateur du World... Du Swatch Freeride. Oui, on ne sait pas ce qu'il faut dire. Enfin, je ne sais pas du monde. C'est très simple, il y a une montagne, une porte de départ, une aire d'arrivée. Et les athlètes sont libres de choisir leur ligne et de montrer qu'ils skient fort, avec des figures si possible. Les bases techniques, il n'y a pas de miracle à ski, c'est l'alpin. On sait que les grands champions, même en freestyle, en boss ou en border cross, pour parler d'autres disciplines, ceux qui ont des bases alpines fortes et qui sont motivés par le sport, peuvent gagner. Il y a peu d'exemples de gars qui n'ont jamais fait de compétition alpine, qui percent au niveau mondial. Moi, je regarde toutes les disciplines du ski avec plaisir. Celle du freeride avec un petit plus, puisqu'on est au cœur de son développement et c'est ce qui nous passionne. Mais pour moi, il n'y a pas de concurrence. C'est ces disciplines qui sont complémentaires et qui vivent bien ensemble. Élodie, ça te va comme définition, ce qu'il dit? C'est complémentaire du ski alpin. Toi, tu n'as pas fait de ski alpin, finalement? Si, moi j'ai fait beaucoup de border cross et de halfpipe. Mais en ski? Non, en snowboard. En snowboard. Mais j'ai commencé quand même par la ski alpin. D'accord. Par la discipline alpine, parce que ski alpin, snowboard. C'est vrai que c'est sympa. Quand on a vu, il y a 2 ans, il y avait Julia Mancuso, qui est une très forte descendeuse. Ouais. Et Defago, Didier Defago, qui est venu aussi chez les hommes. Et voilà, qui a essayé. Ils ont participé à l'extrême. Ouais. Et je trouve c'est bien de les voir arriver. Ce serait bien si Marie, l'an prochain... Alors? Moi, j'ai déjà un planning. C'est vrai? Ouais. Moi, je suis vieille, alors déjà, tu vois, je suis obligée de segmenter, quoi. Avant, je faisais tout. Ouais. Je fais des déposes en hélico avec le Team Oxbow en Russie. C'était merveilleux. Mais j'ai plus le temps de tout faire, c'est pas possible. Donc, je me laisse une année pour essayer d'aller au jeu, performer. Et puis après, avec grand plaisir, j'irai faire du freeride. Mais pas forcément en compétition, bizarrement. Le freeride en compétition, ça va pas très bien, je trouve, si. Les deux notions ça va aussi. Pas bien. Je suppose qu'elle se fait vraiment plaisir, Hello. Après, moi, ça rime plus avec la montagne libre et sans être jugée sur ce que tu fais. Ou j'ai un peu de mal avec ça, sans froisser personne. Hein. C'est juste que, voilà, pour moi, le freeride, c'est vraiment se faire des ponts de vierge, trouver un endroit. Et je suppose qu'elle doit le faire aussi à côté. Tu as tellement raison. C'est pas forcément compatible. Après, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça devient médiatisé
Et puis, on ne prend pas ça comme une compétition, finalement. On est... Enfin... Un petit peu, quand même. Oui, ouais. mais... Tu es content d'avoir battu ta sœur, non? Oui. C'est quoi bien la compétition, quand même. Au départ, tu es une compétitrice. Oui, c'est sûr. Non, quand je suis quand même là-haut, j'ai envie de gagner. Mais c'est vrai que dans l'esprit, il y a quand même vachement de solidarité. Il y a un bon niveau chez les filles maintenant, et chez les Françaises aussi. Hein. Et oui, c'est vrai, quand on voit Margot Rosias qui était championne du monde junior de halfpipe, on vient d'univers variés, du coup, de toute façon, c'est des bons riders qui font du freeride. On ne peut pas débuter et se dire qu'on... Alors, c'est la première victoire féminine d'une Française parce que Anne-Flore Marxer, elle est Miss-Suisse, ah, oui, française, ça. elle a les deux. Elle a les deux nationalités. Nico, comment tu vois ce sport, toi comment tu juges le freeride? J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je pense que c'est une belle discipline. Je pense qu'il y a des gens qui se font vraiment plaisir dans le fait d'être en haut d'une montagne et de faire une première ligne. Il y a un vrai esprit de liberté, je crois. Donc après, que ce soit pas compétition, que l'esprit soit pas compétition, je veux le croire, mais je pense qu'il y a quelque chose qui anime au-delà du plaisir de skier sur une pente vierge, c'est l'histoire aussi de se comparer aux autres et de voir qui est capable de faire le plus gros truc, le plus gros saut, la plus belle ligne. Ça t'aurait plu? À Flumet, il n'y a pas trop de hors-piste? Non, à Flumet, il n'y a pas beaucoup de hors-piste. Ouais. Et puis non, ça ne m'aurait pas vraiment plu pour moi. Parce que tu aimes la vitesse quand même. Oui, j'aime la vitesse, mais m'exprimer sur une piste de descente avec une neige bleue, voire de la glace, c'était vraiment mon truc. Donc, et tu en fais avec les filles des fois l'hiver s'il y a une belle chute poudreuse. De neige, la poudreuse, un peu comme avait fait Ligeti ou Svindal au critérium de la première neige, où vous avez profité des conditions pour aller faire un peu de freeride. Ouais. Non, il y a certaines filles qui vont skier, qui ont des skis de poudreuse et qui profitent aussi des jours off pour aller faire se faire plaisir en poudreuse. Mais ça oblige aussi à être bien physiquement. Donc, je veux dire, si une fille s'est fait opérer plusieurs fois du genou, une Marion Roland, par exemple, on ne va pas s'amuser à l'envoyer dans 50 cm de poudreuse. Benja, j'ai vu une photo récemment de Luc Alphand avec tous les gamins du club dans la poudreuse, parce que tu es du même club que Luc, hein, c'est la même station, Serge Chevalier. Comment tu vois le freeride? Est-ce que ça peut faire partie de l'éducation des... Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Ça fait partie de l'éducation, de la formation d'un skieur. Moi, je suis fan de ces runs-là et puis de cet esprit de liberté. Et je dirais que c'est une vraie bouffée d'oxygène pour nous, les Alpins, qui sont qui sont cantonnés sur les stades. Et je pense que si on arrive à avoir cet esprit d'ouverture, on sera encore meilleur parce que la bouffée d'oxygène, c'est régénérant, mais aussi c'est formateur parce que c'est complémentaire. J'ai bien aimé la notion de complémentarité, non pas d'opposition. Et c'est la base du ski. Voilà. Donc après, on vient vers les piquets, mais la base, elle est là. Et avant, c'était toute neige, tout terrain. Maintenant, c'est freeride. C'est ça, exactement. Toute neige, tout terrain. Bon, Élodie, je te propose qu'on revoie ta course quand même. Oui. Hein, celle de ta victoire. Donc, tu gagnes l'extrême de Verbier et tu gagnes le titre. Voilà, on regarde ça et tu peux la commenter. Hein, tu peux voir ce que ça t'évoque. Donc, c'est quand même une pente extrêmement difficile. C'est la plus difficile, non? Du circuit Du circuit, oui. Il y avait la première étape à Revelstoke au Canada aussi qui était... Voilà, alors, montagne mythique là-bas, à Verbier. Voilà. Et puis, donc moi, mon objectif, c'était d'aller vite et de rester sur mes pieds. La neige était bonne là? Et elle était bonne, il fallait faire attention au risque d'avalanche. Ça touchait un peu, mais tu touchais un peu les cailloux? Pas trop? Non, ça va, mais il y avait du slough, donc c'est des petites coulées qu'il faut arriver à gérer. Oui, là c'est bien enchaîné, c'est en continuité finalement, c'est ce que tu avais choisi finalement. Oui, c'est vrai. De rester dans une descente assez fluide. Voilà, j'ai pris une ligne assez directe et puis j'ai essayé d'aller le plus vite en bas. Et sensations? Il y a des bonnes sensations. Elles sont bonnes? Ouais. Et finalement, oui, ça va très vite la descente, J'ai mis même pas 1 minute. 55 secondes, c'est ça? Oui, 55 secondes. Mais après, c'est vrai, quand on arrive en bas, on a vraiment mal aux jambes. Je pense que c'est comme si on faisait une descente à ski, peut-être en un peu moins intense, mais... Alors, quand tu arrives au bas d'une descente comme ça, donc c'est jugé, il y a des juges qui sont en bas, ils ont les jumelles, etc. Est-ce que tu sais à peu près ce que ça va donner? T'as pas vu les autres, en fait? Tu sais pas où elles sont passées?
Parce que vous reconnaissez, vous choisissez votre terrain, vous choisissez votre ligne. Donc tu as fait la ligne que tu avais choisie, toi. Voilà. Tu n'as pas eu à... Non, justement, j'ai choisi une ligne assez directe. Et donc je pense que j'aurais pas pu me tromper. C'est vrai que des fois, si on prend des lignes un peu trop dans les cailloux, quand on est dans l'autre sens, on se perd. Et finalement, quand j'arrive en bas, j'étais contente, mais sans plus. Sans plus, tu ne savais pas ce que ça allait donner. Voilà, je ne savais pas. Donc on ne sait jamais. Des fois, on est sûr d'avoir gagné. Enfin, la semaine d'avant, en Autriche, j'étais sûre d'avoir gagné quand j'étais en bas. Et puis là, j'étais un peu mitigée. Mais finalement... Le sentiment au départ, il y a quoi? Il y a du trac, il y a de la peur, parce qu'il y a quand même... C'est un élément qui est hostile, finalement, cette montagne. Elle est raide, il y a de la... Tu parlais de danger d'avalanche, il y a des cailloux un peu partout. Oui, c'est ça. De toute façon, le plus dur, c'est mentalement. Je pense qu'il faut être vraiment fort. Et puis, il faut arriver à se déstresser et à se dire qu'on va réussir à descendre vite et bien. Et alors là, contrairement peut-être au ski alpin, vous n'avez pas un gros encadrement autour de vous, non? Tu es ta patronne, quoi, en quelque sorte. Voilà, on fait nos propres choix et puis faut se faire confiance, quoi. Nicolas, ça fait quoi de voir qu'elles se prennent en main, alors que peut-être avant ski alpin, elles ont peut-être moins l'habitude, non? Ouais, le ski alpin, c'est vraiment très structuré depuis tout le temps dans les clubs, donc on est sur des grosses habitudes. Mais je pense qu'au niveau matériel, il y a des choses qui sont peut-être pas obligatoires dans le snow et dans le freeride et qui sont vraiment obligatoires sur le ski alpin. Je crois que le travail du serviceman, c'est énorme. On ne va pas dire 50%, mais ça n'en est pas loin. Je crois que sans une bonne paire de ski, déjà, on peut pas aller vite. Donc, il faut quelqu'un pour préparer la paire de ski. Il y a une grosse préparation physique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et puis, la ligne, on ne la regarde pas d'en bas pour savoir à peu près où on va. Ça demande 5 coachs sur la piste. Ton matériel, c'est toi qui le prépare? C'est toi qui te débrouilles? Mais en plus, souvent, moi, je sais que je ne farte pas. Justement, parce que là, on ne voit pas parce que ça écrase un peu la caméra, mais ça dépend de 40 degrés. Si c'est raide, là, on sait, si on voit que c'est raide quand même. Est-ce qu'il y a des teams ou des nations qui ont plus d'encadrement et est-ce qu'on le sent après au niveau des résultats ou est-ce que tout le monde est un peu logé à la même enseigne? Non, justement, c'est un peu mal vu d'avoir un coach. Alors, il y a certains athlètes... Pourquoi ça? Non, il y a certains athlètes qui ont des coachs et je sais que c'est pas très bien vu. Parce que c'est pas dans l'esprit. C'est vrai que c'est bien en fait finalement de trouver sa ligne par soi-même et puis de faire vraiment ce qu'on veut. On n'a personne qui nous dit ce qu'on doit faire. Alors, ton coach, c'est ta sœur peut-être? Et toi, tu la coaches? Voilà, c'est vrai que quand on est à deux, on s'entraîne. En jumelle, comme ça, vous devez vous tenir le pain un peu quand même. Oui, mais même avec d'autres athlètes, c'est étonnant, mais on se dit que même avec les autres athlètes, on se dit entre nous nos lignes et on se parle. Donc il y a vraiment un esprit de solidarité. C'est pas, j'imagine en freestyle, peut-être que vous n'allez pas dire votre run à vos concurrentes. Si, non, c'est juste... je pensais à toi, et ça me faisait marrer. Je vais pas répondre à ta question, en fait, sinon je vais perdre le fil. Vous faites de la Formule 1, vous êtes dans vraiment la précision. Cette fille-là, elle est dans la communion avec une pente, avec des degrés, de la neige qui vole. Enfin, on n'est vraiment pas du tout sur... Alors, effectivement, on ne peut pas tomber dans l'opposition, ce serait débile. Mais c'est quand même difficile de faire des rapprochements entre les deux. Et tout le monde rigole quand elle dit c'est mal vu d'avoir un coach, mais bien sûr, il n'y a personne pour la coacher. Il n'y a que elle qui peut savoir si elle se sent plus de passer à droite, à gauche, parce qu'elle est ni dans la recherche d'un chrono, ni d'une trajectoire. Elle est sur un ressenti, un feeling, quoi. Donc c'est difficile de comparer finalement, je pense. Du coup, je ne me souviens pas du tout de la question d'avant. Elle te demandait si toi, tu communiquais avec tes copines pour dire ce que tu allais faire. Non, alors ce qu'on va faire, non. Par contre, on est tout le temps un peu sur les mêmes halfpipes et on se voit tout le temps skier, quoi. Donc on sait très bien qui fait quoi, sauf à surprendre et à faire beaucoup de progrès en une saison. Sinon, on sait quand même à quoi s'attendre. Après, moi, j'ai le conseil facile, mais pas parce que je me la raconte, hein, juste parce que j'ai envie de voir les filles progresser et que si j'en vois une qui galère sur un truc et que je sais pourquoi ça tourne pas rond, je me gênerais pas pour lui dire. Ouais. Mais j'aurais pas l'impression j'aurais pas l'impression de me dire je vais l'aider à devenir plus forte que moi. Enfin, c'est pas l'esprit, quoi. Je vais la voir réussir derrière, je vais me dire c'est cool, elle y arrive. On est pas.
Alors là, je vous propose de voir des images de Seb Michaud. Alors Seb Michaud, ceux du ski connaissent, ceux du freeride connaissent. C'est l'un des pionniers de cette discipline. Et à Verbier, c'était la der des der pour lui. J'ai découvert le freeride grâce à Seb Michaud, je m'y suis mis certainement grâce à lui. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais un peu terrorisé parce que j'étais tout jeune, j'arrivais sur le tour et pour moi c'était une grande figure et j'ai été vraiment touché par sa gentillesse et sa simplicité. Ça a toujours été une idole, ça a toujours été, je sais pas, un maître sur les planches comme dans la vie. Il a une personnalité de fou, il a une énergie et un cœur gros comme ça. Ça fait longtemps que je le suis, ça fait plus de 20 ans. Et d'être là sur sa dernière course officielle, c'est sûr que ça fait un peu bizarre. On n'ose pas y croire et j'ose pas y croire. Et en même temps, à 40 ans, la semaine prochaine, il va falloir penser un petit peu à autre chose. C'était indispensable qu'il soit là pour cette dernière épreuve. C'est ici qu'il doit terminer sa carrière. C'est en discutant avec lui qu'on a compris que les skieurs avaient leur place sur le Bec des Rosses. Il a inspiré les organisateurs, il a inspiré les nouveaux riders, les anciens riders. Et j'espère qu'il reste dans le milieu parce que c'est un grand monsieur du freeride. La dernière ici. J'ai une grosse barre, mais bon, derrière, je peux me permettre de tomber. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de danger. Voilà. On va la poser sur les pieds quand même. Allez, feu. Ça se joue à rien, comme d'habitude, il y en a pas mal qui se sont boités, j'en fais partie. Ça me laisse un petit goût amer forcément parce que je pose quand même les deux en haut. C'est un run que personne n'avait fait, c'était cool. J'ai eu de la bonne neige, bien éclatée. Mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, les compètes, un jour tu gagnes, un jour tu perds. Là, j'ai perdu. Un moment spécial, j'appelle Seb Michaud sur scène. C'est sa dernière saison. Et j'aimerais tout simplement lui dire merci. Voilà, Seb Michaud, on peut lui dire merci parce que c'est vraiment un pionnier, un roi du backflip en compétition. Là, je pense qu'il avait hésité, il voulait peut-être passer le backflip et puis il n'y va pas et puis il tombe sur un caillou, quoi, il accroche. Hein. Là, non, je pense qu'il avait quand même bien repéré, mais un peu court. Quoi. Ouais, un peu court. Ouais. Nico, il y a eu des retraites aussi chez les filles cette année, non ? Il y a des gens qui arrêtent. C'est toujours un moment délicat quand même d'arrêter une carrière, non ? Cette année. Non, personne n'arrête cette année en fait. Non, il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine, donc je pense qu'on va avoir plusieurs retraits après les Jeux, mais pas cette année, non. Ouais. C'est un moment important là. Tu te souviens quand tu as arrêté ? Moi, je me souviens de ton papa sur la verte. Il était assez ému. C'est une de tes dernières descentes. C'est un moment difficile d'arrêter une carrière comme ça. Quand on a beaucoup. Lui, il a fait 16 ans, 16 ans de ski. Non, ça dépend. Ouais, ce qui est difficile, en fin de compte, c'est pas vraiment le fait que le ski, ça va nous manquer. Je pense que c'est moi ce qui me revient maintenant, c'est de me dire, ok, maintenant. Je ne veux plus partir toutes les semaines, aller à droite, à gauche pour skier et surtout vivre un truc avec un groupe et tout ce qu'il y a autour. Parce qu'en fin de compte, le moment de ski, ça va être 2, 3, 4 heures dans la journée, mais après, il reste 20 heures à gérer. Et c'est ce qui allait me manquer le plus, en fait. Donc, c'est pour ça que tu as repris les filles. C'est peut-être pour ça. Ouais. C'est peut-être pour ça. Voilà. On va appeler Guillaume Demure qui nous fait sa petite rubrique. C'est quoi Cirque Blanc ? Chaque fois, il a des petites pastilles à nous faire déguster et c'est toujours très, très intéressant. Il y a beaucoup de belles images. Alors Guillaume, qu'est-ce qu'il y a dans ta petite besace aujourd'hui, dans ta sac à dos ? Je vais poursuivre un petit peu sur Seb Michaud parce que l'étape de Verbier, donc la dernière étape du Freeride World Tour 2013, cette année était assez particulière. On a vu que c'était la dernière compétition de Seb Michaud, c'était aussi la dernière compétition d'Aurélien Ducrot, le skieur de Chamonix, qui est quand même le double vainqueur du Freeride World Tour et qui souhaite se consacrer à la voile. Avec Luc Alphand, justement. Avec Luc Alphand. Et François Gabard qui était présent à Verbier. Donc il nous a tiré sa révérence, malheureusement sur une chute
Chute impressionnante. Voilà, chute impressionnante. Elle est à fond quand même là. Ouf. Il vient de poser une énorme barre qu'on appelle la voirole. Voilà. Bon, il nous avouait que c'était sa plus grosse chute de toute sa carrière de compétiteur. C'est bien comme ça, il finit là-dessus. Et là, alors là, c'est pas lui ça. Alors là, c'est la troisième particularité de cette étape de Verbier, c'est l'identité de son vainqueur, Kevin Gury, qu'on voit là en caméra embarquée, le jeune skieur des Menuires qui a gagné cette étape. C'est sa première victoire importante. Il est très talentueux et il faut qu'on le garde dans le viseur, celui-là. Mais quoi, il est tout jeune, lui. Hein. C'est le plus jeune vainqueur de l'extrême de Verbier. Voilà. Donc dans la tradition des skieurs français à Verbier. Parfait. Voilà. Et puis ensuite, on reste en Suisse avec un duo de skieurs suisses dont j'ai déjà parlé dans cette émission, les frères Falquet. C'est des chouchous, ça. Hein. J'aime bien ce qu'ils font. Ils sont skieurs, évidemment, mais aussi cinéastes. Et ça, c'est leur dernière petite merveille. 15 jours de tournage pour à peu près 2 minutes de film. Ils ont coloré la neige avec des pigments. Ils ont skié dedans. Et ils ont filmé ça en 16 mm. Donc, c'est pas du numérique, hein, c'est du 16 mm du film au ralenti. C'est magnifique. Volcanique. Ah, c'est beau. Comment ils ont fait pour colorer la neige? Ils avaient une sorte de soufflerie, ce qu'on utilise pour pousser les feuilles mortes, dans laquelle ils mettaient des pigments. Ils ont le droit de faire ça en Suisse. Ce sont des pigments qui respectent l'environnement, précise-t-il à la fin du film. Ah, c'est beau. Et dernière chose, c'est pas grand-chose, c'est une petite séquence, mais qui nous rappelle un peu pourquoi on aime skier. Pour ça d'ailleurs, un peu pour ça. Un peu pour ça. Ce sont des Américains, Traveling Circus, ils font une web-série, ça c'est un des épisodes. Et c'est des jeunes freestylers un peu fous, irrespectueux, imprévisibles, drôles. Et là, ils nous rappellent que malgré tout ça, finalement, l'essence de la glisse, elle n'est pas si éloignée de Régis Roland. C'est gavé là, c'est bon. C'est en Autriche, ça. Wow. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, on va parler un peu des filles, là, hein. On va parler un peu du ski alpin féminin. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé cette année, puisqu'on a changé de directeur. En fait, ce n'était pas tellement prévu à l'origine, Benjamin. Comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé là? D'un seul coup, le ski féminin change de patron. Tout simplement, Jean-Philippe a émis... Jean-Philippe Vuillet, était le patron. Ouais. Mon prédécesseur, qui était le patron, a décidé... déjà, je pense, depuis quelques temps, avait ça en tête, de passer la main, tout simplement. Donc, peut-être les médailles lui ont accéléré sa réflexion, sans doute, à Shanming. Et très vite, j'ai été contacté par Fabien Saguez, qui avait voulu prendre des nouvelles un petit peu de ma carrière d'entraîneur, puisque je suis entraîneur maintenant depuis 10 ans à Serre-Chevalier. Et de fil en aiguille, on a discuté et m'a fait la proposition de ce poste-là. Donc après, du classique, hein, plusieurs profils en vue. On va parler avec Laurent, parce que justement, Laurent, tu as un peu bossé le truc. Ça a un peu surpris les gens que ce soit Benjamin. Oui, c'est venu d'un seul coup, comme ça. On peut croire au premier abord que ça arrive de loin, mais finalement, quand on voit après le fil de la réflexion, on s'aperçoit que c'est assez naturel. Donc déjà, avant toute chose, c'est un grand coup de chapeau à Jean-Philippe Vuillet, plus de 20 ans dans la Maison Bleue, et un grand monsieur du ski, quelqu'un de très droit, très respectueux, et donc qui finit sur 2 titres de champion du monde. Sur 2 titres de champion du monde, qui part parce qu'il ne se ment pas, il était fatigué, usé. Et donc, mais bon, il part, mais il laisse quand même des fondations assez solides, hein, avec Nicolas, avec Tony Séchaud. Et donc, le choix de Benjamin Melchion, finalement, c'est avéré comme quelque chose de naturel pour le DTN, qui a fait un peu le tour rapidement du propriétaire. Mais il y avait des candidatures? Comment il y a eu une candidature un peu spontanée. Je crois que Lionel Finance, même s'il est en Russie, a fait acte de candidature parce que le poste l'intéressait. Je crois que Fabien a réfléchi aussi un petit peu à des différents profils, comme un Rudy Soulard. Oui, son nom circulait à Shanming, on parlait un peu de lui. Mais après, il s'est rendu compte que non, c'était pas possible. Le profil qu'il cherchait, il voulait donner un signe fort aussi, je crois, à toute la pyramide.
Et donc le choix de Benjamin qui a fait un gros travail en club, au comité, c'est vraiment un signe fort pour les clubs et les comités de voir qu'on peut aller chercher un petit peu à l'extérieur de, j'allais dire, du cursus fédéral, même si Benjamin fait partie de la maison puisqu'il a été en équipe de France pendant une dizaine d'années. C'est un descendeur de champion du monde junior, 8e en Coupe du Monde, je crois que c'est ça. Voilà. Donc, et finalement, je trouve que c'est pas mal parce que c'est rafraîchissant. C'est une autre vision aussi du ski et ça donne aussi aux clubs et aux comités qui travaillent pour justement être dans la formation de se dire bah tiens, on peut aussi s'intéresser à ce qu'on fait pour aller aussi enrichir le haut niveau. Alors, juste une réaction on va savoir pourquoi il a été choisi. On a demandé ça, évidemment, pendant les championnats de France à Peyragudes. On a demandé ça à Fabien Saguez, le DTN. Sur l'arrivée de Benjamin Melchion, moi je suis très heureux parce que c'est une idée que j'ai maturée durant l'hiver. Et c'est un vrai challenge et c'est un vrai signe qu'on donne à nos régions et à nos clubs parce que c'est quelqu'un issu de cette filière-là, c'est quelqu'un qui a été formé en interne, c'est quelqu'un qui a des vraies convictions, qui a des idées sur le ski français et sur le ski français féminin. Parce qu'il faut le dire, c'est une approche qui est différente entre les hommes et les dames. Et donc, effectivement, ça a bousculé un petit peu les lignes. C'est quelque chose qui a surpris. Mais je crois que c'était vraiment le meilleur choix. Et pour vous dire, il n'y en a pas d'autres qui se sont imposés à moi. Ça a vraiment été à la fois le choix du cœur et le choix de la compétence. Voilà, bon, c'est clair, cœur et compétence. Il rebondit un peu sur ce que tu disais. Nicolas, comment ça s'est passé? Comment vous avez appris qu'il y avait un nouveau patron là? Comment tu te souviens un peu là? Parce que bon, en plus ton nouveau patron, tu as couru avec lui, hein. Ouais. Tu l'as vu arriver en équipe de France en plus. Ouais. Hein, et là tu le vois arriver maintenant. Comment ça s'est passé? C'était finale à Lanzerheide, finale de la Coupe du Monde. Le matin, Jean-Philippe nous convoque, les coachs qui étaient sur place, nous dit ok, je mets un terme à ma carrière, je ne serai pas là l'année prochaine. Et Fabien nous avait appelé la veille, on nous disait ok, on se voit demain après-midi. Et bon, on a vu Fabien l'après-midi et Fabien nous a annoncé que Benjamin arrivait. Voilà. Alors, t'as dit quoi là? T'as pensé quoi là? Rien de particulier, c'était surprenant. Oui, surpris quand même. Oui, bien sûr, j'étais surpris. Ouais. Tu le savais mais pas? Non, vraiment, annoncé comme ça. Ça avait été bien gardé. Oui, complètement. Ouais. Et puis, tu l'as vu arriver, tu l'accueilles comment? Bras ouverts? Bah, bien sûr, de toute façon, à partir du moment où on a les mêmes envies, on a envie que le ski féminin avance et je pense qu'on ne peut que s'entendre là-dessus. Donc vous entendiez bien quand vous étiez coureur, vous étiez copains, comment ça marchait? Vous vous souvenez un peu? Parce que on n'a pas eu vous avez 2-3 ans d'écart, hein, c'est ça? Oui, 3 ans d'écart. Oui, on s'entendait bien. Ouais. Que vous étiez tous les deux en groupe vitesse, quoi. Ouais. Dans le début de... Vous êtes déjà débattu, non, pas en souvenir, non, je crois pas. Alors, on était au championnat de France, là, donc c'est les images qui passent derrière, au championnat de France à Peyragudes. Évidemment, ça faisait partie des choses qui se discutent. Hein. Dans les championnats de France, on discute toujours des thèmes un peu en coulisses. Et on a demandé aux filles de l'équipe de France ce qu'elles pensaient de l'arrivée de Benjamin Melchion. De Serge Chevalier, Estelle Alphand. Benjamin Melchion à la tête du ski féminin, oui, ça fait plaisir parce que ça a été mon entraîneur depuis toujours. Ça va être sympa de voir ce qu'il peut faire pour nous. Marion Roland est devenue championne de France de descente. Marion Roland. Je suis super contente. Je le connaissais plus en tant que coureur parce qu'il courait encore dans mes premières années à la Fédé et voilà, ça fait partie des grands. Pour moi, c'est une super nouvelle parce que je le connais très bien. On vient de la même station à Serre-Chevalier, du même village, donc c'est mon coach du club depuis déjà presque 10 ans, je crois. On m'a dit beaucoup de bien, on m'a dit que c'était quelqu'un de vraiment passionné, dynamique et qui aime vraiment ce qu'il fait. Donc je pense que c'est exactement le genre de personne qu'il nous faut à ce poste-là et pour nous diriger, pour apporter des idées, discuter avec les entraîneurs en chef aussi pour pouvoir comparer les idées et puis choisir la meilleure. Je ne m'y attendais vraiment pas, on l'a su très tard, je l'ai su même par la presse.
Et je ne m'attendais pas du tout parce que Jean-Philippe Vuillet, donc, qui était là jusqu'à maintenant, je l'ai eu dès que je suis arrivée en Coupe du Monde. C'était quelqu'un qui est très près de nous, très près des athlètes. Et comme ça, partir à Vallon-les-Jeux, c'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Lui, il était coach ces derniers temps à Serre Chevalier et je pense qu'il a une approche assez sympa du haut niveau. Bah là, maintenant, il va falloir qu'il apprenne un peu le job sur la Coupe du Monde en tant que coach, mais c'est quelqu'un que j'apprécie et je pense qu'il peut amener des très bonnes choses sur le groupe de filles. Salut Binge, j'espère que tu passeras du bon temps avec nous et qu'on ramènera encore beaucoup de médailles, beaucoup de victoires. Bon, Benjamin, ça a l'air d'aller pour l'instant. Hein, elle t'accueille avec le sourire. Ah oui, c'est ça. Ouais. Surprise, surprise, mais avec le sourire. Ouais, tu me diras, il y a des filles qui te connaissent là. Ouais, il y a des Estelle, c'est un peu orienté, c'est sympa. Orienté, c'est sympa, Gilles. Ouais, ça va. Des nouvelles d'Estelle, parce qu'elle s'est fait mal au genou. On attend le verdict. Estelle Alphand qui s'est fait un genou. Peut-être les croisés, ouais. Peut-être les croisés. C'est mauvaise nouvelle de la fin de saison, ça. Ouais. Nico, alors, les filles ont l'air assez contentes de voir arriver une tête nouvelle. Toi, tu vois arriver Benja avec aussi beaucoup de satisfaction, non? Enfin, ça te plaît, non? Ouais, mais je pense que Jean-Philippe, s'il a eu la décision de partir, c'est qu'il a senti à un moment qu'il y a peut-être besoin de changement. Et en tout cas, il y a du changement, donc ça peut... C'est le seul changement important, finalement. Hein. C'est le mercato, là, mais il n'y a pas... Je crois que Jean-Philippe a aussi validé l'option de son Benjamin. successeur. Oui, je crois qu'il était associé aussi à la réflexion et que voilà, c'était important que ça se passe aussi comme ça. Oui, vu un peu plus de l'extérieur, moi j'ai moins creusé que Laurent, mais vous êtes très jeune, vous allez être en encadrement très jeune, vous êtes le plus vieux, je crois, des trois, là, Tony, voilà. Et c'était Marion qui en parlait de ton manque d'expérience au niveau Coupe du Monde. Est-ce que ça peut pas être quelque chose d'un peu gênant, un peu handicapant, surtout en saison de Jeux Olympiques, qui est une saison avec beaucoup de pression, surtout avec ces 2 médailles d'or au championnat du monde? Non, je crois pas. Bien évidemment, il va falloir apprendre le job, mais moi aujourd'hui, je m'inscris dans une continuité et non pas dans une rupture, absolument pas. C'est pas dans mon caractère. Je fais confiance aux hommes aussi et je veux travailler dans cet esprit d'équipe. C'est pour ça que très rapidement, j'ai réuni Nico et Tony pour leur dire que je comptais aussi sur eux et que j'allais m'appuyer bien évidemment sur mes chefs de groupe. Donc voilà, j'imagine en tout cas ma relation et mon métier comme ça, autour d'une relation assez forte entre mes chefs de groupe et puis aussi mon DTN et le président. On a cru comprendre, par exemple, que Rudy Soulard, sa candidature avait été... Voilà, je crois qu'après le profil de Benjamin correspondait plus à ce que voulait le DTN. C'était aussi s'occuper de la filière, de haut en bas de la pyramide. Et, ça, tu sais faire, parce qu'on a l'impression que tu es très coach à entendre les filles. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai cette relation privilégiée avec l'athlète. Il va falloir que je prenne un peu de recul, bien évidemment. Mais pour revenir sur Rudy est un vrai technicien reconnu, mérite. Je crois qu'il y avait plus l'envie d'avoir quelqu'un qui allait agir sur l'ensemble de la filière. Donc comme je suis un passionné, effectivement, je connais le haut niveau en tant qu'athlète et au travers de mes athlètes aussi, voilà, j'ai répondu favorablement. Tu as des idées déjà de ce qu'il faut faire? Parce qu'on dit que c'est plus difficile de faire venir des filles au ski, que les parents ils traînent un peu les pieds, que sur les épreuves de vitesse, pareil, les parents, les clubs ont des difficultés à entraîner des filles. Il y a peut-être moins de filles qui font de la compétition. Est-ce qu'il faut... C'est ça que tu vas travailler en priorité? Tout à fait. Alors il y a 2 objectifs. Il y a celui à très court terme qui sont l'objectif des médailles, on est très attaché et il va falloir répondre. Donc là, moi, dans un premier temps, c'est donner du confort, de la confiance à mon staff et aux filles. Et puis après, en dessous, bien sûr, avoir une action dès à présent sur la filière. Il y a un vrai problème, c'est sociétal, un vrai problème d'attirance de ce sport, des filles vers notre sport, parce que il y a des blessures, il y a toujours plus de blessures, de plus en plus jeunes, et ça, les parents réfléchissent.
Il y a aussi un problème de scolarité chez nous, il faut le dire, que la barrière, elle se fait quand on a 14-15 ans, en fin de troisième, et qu'on a le besoin d'organiser mieux notre scolarité avec l'éducation nationale ou d'autres projets. Donc ça, c'est des projets qui sont dans les tuyaux et qui me tiennent à cœur et sur lesquels j'ai travaillé, moi, dans mon comité. Et puis, oui, il y a l'animation du circuit FIS, il y a des tas de projets. Les dévoiler aujourd'hui, non, pas tout de suite, parce que j'ai besoin de les partager. Aussi, bien sûr. Il faut que tu échanges avec... Exactement. Nicolas, donc toi, tu vas être... ça ne change pas grand-chose, finalement, pour toi avec ton groupe de descendeuses, non? Ça ne change pas grand-chose. Je pense qu'on a sur les rails, toi oui, voilà. Sur les groupes Coupe du Monde, pour certaines choses, ça n'a pas changé grand-chose. Il sait qu'il peut s'appuyer sur nous et qu'on va faire tourner la maison jusqu'en 2014, jusqu'après les Jeux Olympiques, ça c'est certain. Donc c'est notre rôle. Et lui, ça va lui donner aussi un petit peu plus d'air pour ce qu'il a envie de faire tout de suite et ce qui est important de faire tout de suite, parce que ce qu'on va faire sur les futures générations, on va le voir en 2018 ou même après. Et c'est important de s'y atteler aujourd'hui. Il y avait plus de risques à changer un Nico Burtin ou un Tony Séchault en fait à court terme que le patron, quoi. Mais voilà, après certainement qu'il doit avoir des idées aussi sur la Coupe du Monde. En même temps, je pense qu'il va s'appuyer aussi beaucoup sur toi pour lui faire un peu l'inventaire de la situation, parce qu'il y a eu deux titres, ça a été formidable, mais à un moment, on est au bord de la crise de nerfs, un petit peu quand même. Hein. Le groupe descente vitesse, il n'a pas toujours bien fonctionné dans la saison. On sait qu'en slalom, il y a des gros soucis. Donc, on n'est quand même pas dans une situation idyllique. Hein. Les 2 médailles sont formidables, mais elles cachent un peu quand même un souci récurrent, en plus, qui n'est pas d'aujourd'hui. Non, mais la situation idyllique, elle est pour 2-3 filles. Elle est pour Lindsey Vonn jusqu'au championnat du monde. Elle est pour Mazé, voilà, et pour une Maria Rich. Après, tout le monde a ses hauts et ses bas. Mais je pense que définitivement, on peut faire quelque chose de très très fort avec cette équipe féminine. Et je pense que c'est le but de Benjamin, comme c'est le but de tous les coachs, d'avoir, à mon avis, si on s'y attelle vraiment, d'avoir la meilleure équipe féminine mondiale en 2018. Ça, pour moi, c'est une certitude, mais on a matière, on a les filles qui sont capables de le faire. Donc, parce qu'avant les championnats du monde, bon, on va voir la course de Marion, on va se faire plaisir. Il y a eu des moments un peu délicats, non, avec tes filles, non? Il y a eu des soufflantes un peu, il y a toujours des moments délicats. On a 2 filles qui sont très très fortes. Moi, je pense à Marie et Marion qui sont capables d'être sur les podiums tout le temps, mais qui ont un fonctionnement qui parfois est un peu pépère. Donc il faut pousser tous les jours et c'est parfois usant. Mais je crois que c'est dur d'entraîner les filles. C'est ça, non? C'est ça que tu nous dis là, non? Non, je dis pas que c'est dur d'entraîner les filles. C'est dur d'entraîner simplement parce que tout ne marche pas tout le temps comme on a envie. Et moi, j'ai les solutions pour ça. Donc j'essaie de les faire passer, mais parfois, ça prend un peu plus de temps que... C'est-à-dire c'est des solutions dans la relation avec elle ou avec le groupe? Dans l'organisation, dans la logistique, parce que je compte beaucoup là-dessus. À partir du moment où on a les meilleures pistes pour s'entraîner, on a les meilleurs moyens pour se déplacer et on n'a pas de moment perdu. Ça, vous l'avez, ça? Ça, on l'a vraiment. Mais des fois, j'attends un petit peu plus des filles. Elles étaient parfois sur un rythme qui ne correspond pas et qui ne correspond pas, en tout cas au chrono. Pas assez compète, pas assez compète parce qu'on lâche trop de journées et mine de rien, en fin de compte, sur les quiz, on est à 2 centièmes du podium, on est encore à 2 centièmes à Val d'Isère du podium, encore à 19 centièmes. Donc ces petits centièmes font la grande différence, quoi. Entre une 4e place et une 3e place, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Et le début de saison a été très difficile et la préparation a été très difficile. Donc je pense que ça nous a aidé justement à toujours travailler, à amener des filles toujours dans le travail au championnat du monde, et ce qui fait qu'on a réussi le championnat du monde, enfin surtout pour Marion. Mais voilà. On la regarde, sa course? On la regarde et puis vous pouvez la commenter parce que c'était quand même le plus beau jour de l'hiver pour le coach et puis pour sa skieuse et puis pour son serviceman. Là aujourd'hui, les conditions sont radicalement différentes, la piste est illustrée, il y a beaucoup moins d'accroches que pour les premiers dossards. Il faut y aller, Marion. Allez Marion, il faut envoyer, prendre des risques. À la poussée, 13 centièmes.
Ça va, 4e temps sur le haut pour l'instant. Alors, Dossard 22. secondes, c'est pas important, c'est le médaille. Oui, mais ça permet de gagner quelques précieux. Cette piste, elle était intéressante. Ouais, elle était assez intéressante parce que bon, elle nous intéressait nous particulièrement parce que c'est là où elle a fait ses podiums l'année dernière, ses premiers podiums sur les finales de la Coupe du Monde. Donc on savait qu'il y avait vraiment à jouer et puis elle l'a amené, savait qu'elle avait beaucoup à jouer sur cette course-là. Elle a fait un vrai travail, je crois, de préparation mentale, de préparation. Ouais, elle est arrivée le bon jour. Dans ses meilleurs moyens. Donc je pense que ça peut aussi lui servir sur l'année prochaine sur Sochi. Oui, parce que j'ai bien entendu Fabien Sagès ou Michel Vion qui disaient que quand même la force de l'équipe de France c'est d'arriver bien sur les grands événements, apparemment, c'est ce qu'il a dit. C'est nouveau, ça vient de sortir à Steinberg. On va le voir à Sochi, quoi. Ça va être quelque chose d'important. Parce que la mine de rien, c'est vrai que maintenant pour Sochi, il y a quand même 2 médailles d'or au championnat du monde. Les gens vont faire l'amalgame, ils vont dire bon, il faut faire la même chose à Sochi, quoi. Mais j'espère qu'ils vont faire l'amalgame. En tout cas, moi je le fais, l'amalgame. Tu leur dis. Ouais. Mais c'est clairement, on va clairement sur les Jeux Olympiques pour faire des médailles. Autrement, je reste à la maison. Hein. Et en même temps, Benjamin, toi, tu es là sur un projet sur le plus long terme, donc tu sais que ce passage est important. Exactement, oui. Tu y étais là? Non, t'es venu après, hein, je t'admets. T'étais venu après, hein. On s'est vu là-bas, mais la descente, tu l'as suivi à la télé, je suppose. Donc ça veut dire que s'il y a 0 médaille, tu sauteras pas, quoi. Non, mais après, on peut faire aussi se dire, ok, on a réussi quelque chose, mais ça se joue à pas grand-chose en fin de compte. Hein, je veux dire, entre une médaille, 4 médailles, comme on a fait, et 0, des fois, le travail est le même, on a mis la même intensité, mais voilà, ça n'a pas tourné du bon sens. Mais voilà. Martin, un petit mot quand même sur cette journée-là. Tu as dit, ouais, j'ai bien fait le job, ça a été à peu près. Tu avais préparé combien de paires de skis? Parce qu'elle avait vraiment des skis qui allaient bien, qui allaient vite. Bon, on va dire, quand on est arrivé là-bas, on avait 3 ou 4 paires par fille qui étaient, on va dire, potentiellement des skis courses. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure des entraînements, on a fait des choix de ski. Elles avaient une paire chacune qui était prête pour ce jour-là. Je veux dire, on n'avait pas anticipé à dire on va préparer 2 paires au cas où. Les conditions étaient assez stables. Donc on a préparé une paire par fille. Et un petit secret du ski room, c'est une paire fétiche qu'elle a là, ou c'est une paire, non, il y a un peu de super. C'était la première fois qu'elle les prenait en course. Ah ouais. Donc pas de superstition de son côté, quoi. Parce que les filles sont peut-être un peu superstitieuses, non? Les filles peut-être, mais nous... Pas plus que les garçons, non? Non, on va arrêter avec les filles et les garçons, ça me fatigue. Mais justement, c'est... Non, mais on se fourvoie, on pédale dans la semoule, c'est les filles, les garçons. Non, c'est pas pareil d'entraîner des filles que des garçons. Est-ce que les filles s'entraînent avec les garçons, des fois, chez vous, en équipe alpine? Ça arrive, mais c'est pas... Non, c'est un peu... Non, c'est bien séparé. D'accord. Et il y a une raison à cela? La difficulté, c'est par rapport aux pistes, parce qu'il y a définitivement des pistes qui sont pour les garçons et des pistes qui sont pour les filles. Enfin, il y a surtout des pistes qui sont vraiment pour les garçons. Préparation de pistes surtout. Oui. Et pente, non, parce que sur la surface, on skie à peu près sur la même chose, mais... c'est moins arrosé chez les filles quand même, non? Non, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Ouais. Et pourtant, c'est notre DTN à tous, Fabien Sagès, qui a dit tout à l'heure dans l'interview qu'il y avait une spécificité d'entraînement des filles. Et apparemment, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est adressé à Benjamin, qui apparemment connaît bien le problème. Est-ce que tu peux nous le dire, toi, si les filles, c'est très différent des garçons? Non, je connais le problème. Moi, depuis 10 ans, j'agis sur une population d'enfants avec autant de filles et de garçons. Maintenant, oui, effectivement, comment aborder les filles, ça c'est la vraie question. Je dirais que j'ai aussi un peu été mal habitué parce qu'une Estelle, par exemple, et une Laurie sont des filles qui Estelle Alphand, Laurie Mougel. Tout le temps, nous, on s'entraîne dans ces habitudes-là chez les jeunes, en club. On s'entraîne ensemble. Il n'y a pas d'entraîneur coach fille et d'entraîneur. Donc, et puis même dans les équipes régionales, on le voit de plus en plus. C'était aussi amené par les Scandinaves. On voit sur les glaciers ces espèces de rassemblements. Il y a filles-garçons mélangés. Je crois qu'il y a aussi le besoin de mutualiser aussi un petit peu actuellement. Mais sur l'approche, oui, une fille, on ne peut pas... Le coup de gueule qu'on peut avoir avec un garçon... ça va durer 5 minutes, on se dit les choses droit dans les yeux. Je crois qu'avec les filles, c'est un petit peu différent. Il faut faire preuve d'un peu plus de psychologie. Voilà, leur montrer qu'on les soutient en permanence. Mais aussi, je ne crois pas tomber dans l'excès, dans cet excès-là. Et peut-être actuellement, c'est ce qu'on peut un petit peu remarquer. Et je crois beaucoup dans l'apport qu'on peut amener aux filles, c'est au niveau de l'encadrement. Je crois qu'aujourd'hui, tout est très établi.
un entraîneur fille reste pendant 10-15 ans avec les filles. Au bout d'un moment... Il faut que ça tourne plus. Voilà, il faut que ça tourne plus. Je pense que ça tourne plus et que les filles, les entraîneurs coach filles aillent un peu chez les garçons et vice-versa. C'est ton but, c'est d'aller entraîner les garçons. Mais d'ailleurs, Nico non, pas forcément. Moi, j'ai pas de but plus que ça. J'ai simplement le but, à partir du moment où je suis chef d'un groupe, que le groupe que j'ai gagne. Voilà, c'est tout. Non, mais toi, Nico, tu viens des garçons. Tu es coach des garçons. Mais elle essaie de leur arriver. À l'origine, bien sûr. Ouais, mais je l'assimile pas comme ça en fait. Je suis coach, mais non, mais voilà, c'est ton parcours. Ouais, tu étais d'abord coach chez les garçons en équipe et tu viens chez les filles. Et des coachs femmes. Alors Elodie, je à l'abri de tout ça, là, les coachs femmes, on en parlait tout à l'heure avant de rentrer là. Dans le ski, je commence dans le ski, on a un peu l'inverse, on a une coach femme qui coach une majorité de garçons, elle a quelques filles, mais nous on s'entraîne tous ensemble et elle, pour le peu, elle obtient des résultats assez incroyables. C'est la coach de Taurine Wallace qui vient de gagner encore les X. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas toute cette différenciation qu'on fait entre les filles et les garçons. Après, personnellement, je reviens cet hiver, qui me tend la main, mon coach de quand j'étais petite, mon coach de club, mais qui coach des garçons. Je m'entraîne avec les garçons. Ils m'ont tiré vers le haut. C'est-à-dire que oui, le coach a eu un énorme impact sur moi, mais j'ai l'impression en cette fin de saison que les garçons avec qui j'ai skié m'ont donné tout autant de confiance, d'amour, de partage. Donc des stages mixtes alors. Des stages mixtes. Ah, Ushuaïa là-bas. Il y a peut-être là la nouveauté là. On parlait d'ouverture, c'est bien ça. Pourquoi pas, puisqu'apparemment ça. Non, toi, ça te passe par-dessus la tête tout ce qu'on dit, non? Je suis d'accord avec Marie. C'est vrai que c'est mieux de se tirer mutuellement vers le haut. Après, je pense que les filles, elles peuvent quand même apporter certaines choses au groupe masculin. En biathlon, par exemple. Alors voilà, la transition, elle est facile. Parce que, formidable. Parce que en biathlon, les filles et les garçons sont ensemble tout le temps. Il y a même des courses mixtes. Voilà, il y a même des courses mixtes. Des courses mixtes avec. Même pour la première fois aux Jeux Olympiques. Donc, là, ils sont même en couple. Ils sont souvent en couple. D'ailleurs, ils se plaignent justement de cette mixité un peu trop. Ils se reproduisent entre eux. Un peu trop. Alors oui, justement, donc. On ne peut pas parler de cet hiver sans faire un petit retour sur le ski nordique qui a été... En commençant par le biathlon, donc, parce qu'on en a parlé. Par le biathlon, qui a été multi-médaillé, qui a fait une saison formidable en termes de médailles. Donc tu es là aussi un peu pour ça, Patrick, parce que c'est quand même ton sport de prédilection. C'est ce que tu regardes avec beaucoup d'amour, en fait. Tu aimes beaucoup ce sport, tu aimes beaucoup le ski nordique. J'aime beaucoup le ski nordique, et puis je trouve que les champions qu'on a la chance d'avoir, et notamment en France, sont vraiment formidables, que ce soit au niveau de la personnalité, un Martin Fourcade, un Jason Lamy-Chapuis, mais même les autres qu'on connaît moins, elles sont vraiment super. Un Maurice Magnificat dans son genre est une personnalité incroyable. Et effectivement, il souffre un peu d'une sous-médiatisation par rapport à l'alpin. Mais ça reste relatif, parce qu'avec le résultat, justement, ils arrivent à forcer la porte. Martin, on l'a pas mal vu. Du ski room, Martin, on l'a pas mal vu. Bien sûr. Jez, on l'a vu aussi pas mal à la télévision. Bon, mais on les voit sur les télévisions câblées, on ne les voit pas encore, sauf aux Jeux Olympiques peut-être, on peut l'espérer. Vous voyez, le service public, France Télévisions a retransmis les championnats d'alpin, pas ceux de nordique, ni de biathlon, ni de nordique. Je pense qu'aussi, ils souffrent peut-être au niveau international de cette séparation entre le biathlon et les autres épreuves nordiques. On pourra avoir une grande fête. En même temps, l'IBU a fait avancer beaucoup la FIS. Parce que ce n'est pas la même fédération. Voilà, c'est intéressant. L'IBU, l'International donc Biathlon Union, a fait beaucoup avancer les choses, parce qu'ils se sont mis tout de suite au format de la télé, par rapport à la FIS, c'est vrai qu'ils ont été très, très progressistes. Alors, on a deux champions hors normes. Il y a Jez, Jason Lamy-Chapuis, et puis on a Martin Fourcade. Formidable en biathlon. Alors, Martin Fourcade, c'est un Pyrénéen. Il s'est installé dans le Vercors. Et il était évidemment au championnat de France à Péragude, qui était des championnats de France réussis pour les centièmes. C'était ça. Ça vous a plu, c'était bien. C'était très très bien. Beau championnat de France, belle ambiance, belle course. Piste, très très bien. L'accueil magnifique. Et l'accueil est très bien. Donc il faut y aller plus souvent dans les Pyrénées. Parce que ça, c'est un autre problème aussi. C'est comment faire skier les Pyrénéens. C'est un autre ski room. On écoute Martin Fourcade, qu'on a rencontré là-bas. Il était en décontraction, il faisait un peu la tournée des popotes et on l'a rencontré là-bas. Martin Fourcade. Je véhicule maintenant mon image personnelle, mais aussi celle du biathlon mondial et celle du sport français. Donc il y a une certaine attention à avoir là-dessus. J'ai volontairement pris du recul par rapport à cette saison, dans le sens où je suis focalisé sur Sochi et finalement je veux déjà me tourner vers Sochi. Donc on a déjà fait le débrief avec les entraîneurs, on a déjà marqué les points à améliorer, construit ensemble le programme d'entraînement, le programme qui va nous mener jusqu'aux Jeux Olympiques.
Donc après la saison, il y aura un repos nécessaire pour décompresser, pour avoir envie de repartir avec autant de fraîcheur que ce que j'ai eu l'an dernier. Et par contre, le programme pour la suite est déjà tout fixé. Je serai en Scandinavie à partir du 1er novembre pour prendre le plus de sensations sur les skis, le plus de repères. Le principal objectif de cette saison sera de skier un maximum à l'altitude des Jeux Olympiques, de passer un maximum de temps à l'altitude des Jeux Olympiques pour s'acclimater un maximum et finalement avoir l'impression d'être à la maison à Sochi. J'ai le désir avec ma copine d'aller m'installer quelques mois, peut-être un an en Norvège pour découvrir un nouveau lieu, pour faire un voyage. C'est un pays qui me plaît beaucoup et j'ai vraiment envie de le découvrir. Après, cette aventure aura lieu qu'après les Jeux Olympiques parce que je veux vraiment rien changer dans ma préparation jusqu'aux JO. On sent que c'est cadré. Hein. Là, il y a un type qui réfléchit. Là. Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit aussi sur l'ouverture, parce qu'on parlait beaucoup de l'ouverture. J'ai remarqué quelque chose cet hiver, c'est que ceux qui ont ramené le plus de médailles sont presque des binationaux. Jason Lamy-Chapuis, américain d'un côté, Pinturo, norvégien par sa maman, Tessa Worley, et puis quelque part un peu Martin, qui maintenant va en Norvège pour s'ouvrir, cherche un appartement en Norvège, va s'installer là-bas. Je pense que c'est intéressant, on l'a dit depuis le début, là, il y a de l'ouverture, ça discute là chez les filles, elles disent qu'elles s'ouvrent, elles aiment bien aller voir les autres, elles aiment bien. Vous, c'est pareil, vous êtes dans une démarche d'ouverture, et je crois que cette ouverture est très importante d'aller prendre là où il y a besoin, là où il y a la culture, là où il y a la nouveauté. On parlait tout à l'heure aussi d'aller dans la POF un peu pour les skieurs alpins, c'est peut-être important. Il y a peut-être des choses nouvelles à... Donc un message de mixité, plus qu'un message de féminité ou de masculinité. Mixité. Tout à fait. De mélanger les genres et les disciplines peut-être. Encore un mot sur le nordique oui, on peut dire plein de choses. Oui, plein de choses, mais une idée qu'il faudrait retenir, quoi. Dans la perspective justement de... L'idée, je crois, c'est qu'on a 2 grands champions, mais on a maintenant trouvé 2 équipes derrière eux. Et ça, l'idée que le leader crée l'équipe, on le voit en biathlon. En relais, ils sont capables de faire très fort. Et ils ont fait l'argent au championnat du monde, mais l'or est à portée de main. Il y a une vraie équipe derrière avec Béatrix, avec Boeuf, avec son frère Simon qui revient bien, puisqu'il a été blessé. Et pareil en combiné nordique où ils ont gagné l'or d'une manière formidable. Ça a été la plus belle aventure pour eux, je crois, à ces championnats du monde. Et on a une équipe avec Jason Lamy-Chapuis, avec François Brault, avec Sébastien Lacroix, avec Maxime Laheurte. Là, il manque peut-être le 5e qui pourrait éventuellement, s'il y a une blessure, puisqu'on a vu que Lacroix s'est blessé au genou. Mais bon, on est quand même bien et les leaders ont créé une équipe. Point noir, le saut. On en parlera un peu. Point noir, le saut, oui. Pas féminin, puisque féminin, ça va pas trop mal. Ça va. Il faut que Colin Mattel... trouve une manière de battre ces espèces de puces, là, ces espèces de confettis, là, qui sont toutes légères et qui volent. Maintenant, elle a pris du volume. Ouais, un peu, ouais. Voilà, son problème d'ailleurs. Voilà, il faut qu'elle trouve une autre technique. Je pense que Jacques Gaillard va l'aider à trouver une technique pour arriver à contrebattre ces filles qui maintenant, elles viennent voler au-dessus d'elles. Et puis le saut masculin, oui, là, c'est un peu plus compliqué, le saut masculin. C'est un travail en profondeur qu'il va falloir mener. Mais dès qu'on se voit, fait une bonne fin de saison, donc on ne sait pas. Il peut y avoir quand même une équipe mixte, par exemple, puisque là aussi, ça va être mixte, le saut. Ce qu'il faut, on avait aussi que quand il y en a un qui est un peu malade, c'est compliqué aussi. Malade, et puis sa trousse de ski était malade aussi, et puis il y a eu plein de soucis. Et Jean-Marc Gaillard n'a pas pu prendre le relais, il s'est bloqué le dos aussi. Oui, mais là, en revanche, c'est les filles. Les filles, il y a un bon espoir parce qu'il y a un niveau homogène. Pour la première fois depuis longtemps, on a vraiment 5 filles avec leur Barthélémy qui va revenir, qui peuvent rentrer régulièrement dans le top 10. Donc vraiment, on a des possibilités chez les filles d'un petit podium, d'un relais qui pourrait marcher, pourquoi pas. Bon, Patrick, tu reviendras, on fera un truc un peu plus complet. Il fallait qu'on en parle quand même, on était obligé d'en parler. On va faire revenir Guillaume Desmurs, là, qui va nous redonner un peu la température du milieu de la neige avec c'est quoi ce cirque blanc. Alors, deuxième fournée. On parlait de championne. Kelly Sildaru, elle a 11 ans, elle est estonienne. C'est tout simplement un petit génie de la glisse. Elle a été découverte par une boîte de prod française, PVS, donc petit coup de chapeau à David Lacotte en passant. Et on peut voir les images, elle est tout simplement étonnante et c'est probablement l'une des championnes de demain. C'est facile. Ah, il y a son petit frère qui arrive derrière aussi. Ouais. On a l'échographie de son... Elle est entraînée, coachée, briefée par son père. C'est souvent les parents, quoi. Un petit Playmobil, là, petit gymnase aussi. Ah oui. 11 ans.
Voilà. On a ça en alpin, des petits prodiges qui arrivent? Non? Oui, Ouais. on a ça. On a ça aussi. Parfait, on a ça en magasin. Après. On va parler des X-Games tout à l'heure. Alors, juste après les X-Games, il n'y a pas que la compétition dans la vie des freestylers. Juste après les X-Games, il y a eu 2 événements intéressants au format assez original. L'un à Vars et l'autre à La Plagne. Donc, celui de Vars, le Vars Tournament, et celui de La Plagne, le Shred It. On voit les images, organisé par Kevin Roland, donc médaillé d'argent, médaillé de bronze, pardon, au Super Pipe des X-Games. Ça, c'est un rassemblement. Donc, le Shred It, c'est on a des potes, on a des boss, et puis pendant 2 jours, on saute, on se fait plaisir. C'est bon shot, hein, sympa. Ah, il a fait mauvais pendant 3 jours, ils n'ont pas eu de chance. Voilà. Et le Vars Tournament, Ah, donc, ça, c'est autre chose encore. Là. le Vars Tournament, c'est un autre événement, au format original aussi, sous forme de duel. Donc c'est Gellert Pedretti, l'organisateur, et c'est un format inspiré du skateboard. Donc les skieurs par duel se lancent des défis sur des terrains de jeu différents. Donc, et là, il marque des points, c'est-à-dire qu'il faut faire les mêmes figures que l'autre, c'est ça? Alors, le défi, c'est ça? Je fais une figure et l'autre fait une figure derrière? Celui qui gagne au pierre-feuille-ciseaux. Ah, il veut jouer pierre-feuille-ciseaux. Voilà. Ça, c'est nouveau. Vous faites pas le pierre... non? Non, mais c'est un out, c'est comme le out, tu sais, ça se fait au trampoline. Là, c'est V-A-R-S, donc tu fais un premier saut, l'autre doit le faire. S'il arrive à le valider, Donc, tu marques des points. Voilà, et si tu n'y arrives pas, tu prends la lettre. Et le premier qui a pris toutes les lettres est sorti. Donc ça a été long quand même, je crois que ça a été un peu long. Donc, le premier qui a écrit VAR, ça a gagné, quoi, en gros. Non, a perdu. A perdu. Ça a été éliminé Ah, du c'est duel. d'accord, j'ai rien compris, donc- quoi. Mais enfin, ils ont l'air de s'amuser, ça a l'air sympa, en tous les cas. C'était très bien. Parfait, merci. tout à l'heure. Alors là, la transition toute trouvée, puisqu'on va parler maintenant des X-Games. Marie, X-Games, c'est à toi de jouer là. Oui. Tu avais un peu disparu de la circulation et te revoilà cette année pour gagner les X-Games. Ouais. Formidable, parce que Bah tu avais oui. arrêté quand même à un moment donné la compétition. Ah oui, Dans le complètement. début des années 2000, tu étais l'égérie de Dynastar, de la discipline, en fait, tout ça. Et puis après, on ne te voit plus, tu t'en Ouais. vas, et là tu reviens. C'est quoi? C'est la perspective des Jeux? Qu'est-ce qui Exactement. fait que tu... Ouais, c'est ça. Parce Ouais. que ton sport maintenant est olympique. Je raccroche, mais alors définitivement, et alors vraiment sans souci, sans regret. J'ai une reconversion qui se passe très bien, je tombe amoureuse, j'achète un bar avec mon chéri, je fais un enfant, Petite fille. une petite fille. Donc voilà, je refais ma vie et je m'éclate. C'est un challenge de faire tourner une PME à l'époque où on la rachète et tout. Donc voilà, je suis super heureuse. Et puis... Mais tu skis un peu quand même de temps en temps? Ah non, j'ai pas le temps. non. T'as pas le temps? Ah T'es non, au bar? J'ai pas le temps. Je mets mes skis 2 fois dans l'hiver pour faire plaisir à mon chéri qui n'est pas originaire des Alpes et avec qui ça fait plaisir d'aller skier au-delà de faire que bosser. Et donc non, je skie plus. Pour faire court, la finale de la tournée des Coupes du Monde de pipe se passe à La Plagne. Sarah Burke gagne l'épreuve, remporte le globe et passe chez moi avec Virginie Fèvre, qui est ma meilleure amie. Elle passe voir ma petite et accessoirement me glisser. Ça, c'est l'année passée, ça? Ah, c'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans, pardon, il y a 2 ans. Et accessoirement me glisser. Le CIO va valider le pipe, on en est quasiment sûr. Enfin, Sarah bossait beaucoup sur le projet, donc elle me dit on le sait, ça devrait se passer comme ça. Tu devrais revenir. Et donc là. Je leur rigole au nez, quoi. Je leur dis, mais les filles, mais moi je suis sortie de ce... En plus, vraiment, j'étais assez fière de moi d'être sortie du ski et de vivre autre chose. J'avais la critique facile sur le milieu, pas du tout spécialement envie d'y retourner. Donc je leur dis, non, mais vous êtes gentils, mais je viens d'avoir un accident de voiture, j'ai le bras écrasé, j'ai accouché par césarienne, j'ai plus d'abdos. Enfin, là, vous avez rêvé, quoi. Enfin, l'égérie... Et tu reviens, Alors, pour faire court, tu reviens. Pour faire court, je reviens. Disons Voilà. que l'idée trotte. Je m'inscris sur le SFR l'année dernière parce que les 2 épreuves sont à côté de chez moi. J'habite à M, il y en a une à La Plagne, une à Tignes. Donc je me dis, je peux encore bosser le soir, tenir barre. Mais tu t'entraînes un peu là, non? Ou tu arrives comme Non, ça? je ne m'entraîne pas du tout. J'appelle l'OT de Tignes pour savoir dès que le pipe est shapé et que je peux aller au moins faire 2-3 jours dans le pipe Trouver des avant. repères. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas évolué ton sport ou quoi alors? Alors ça, c'est la grande phrase qui tue tout. Bah oui, mais non, mais si tu arrêtes je vais pendant te 5-6 dire. ans et que tu reviens et que tu es tout de suite compétitive, quasiment. Ouais, alors je suis compétitive dans un certain degré, c'est-à-dire que déjà j'ai passé
plus de temps en 9 mois à m'entraîner physiquement et sur les skis que je n'ai jamais fait de toute ma carrière d'avant. T'athlétises, quoi. Là. Donc oui, pour le peu, j'ai un regard avec peut-être juste un peu plus de maturité. Voilà. Et puis étant plus vieille, je sais que si je fais pas ça, je vais droit à la catastrophe, je vais me faire mal. Donc tu muscles. Donc, abdos, machin, j'ai eu la chance d'être suivie par Jérémy Coin à la Fédé. Et puis Greg me prend sous son aile. Et puis quand tu as un beau projet et que tu y crois, tu arrives à convaincre les gens. Donc j'arrive à convaincre Wedze de me suivre. Donc tout se goupille. J'arrive à vendre mon bar en très peu de temps. Enfin, tout se goupille bien. La pyramide se monte. J'arrive cet hiver. Je finis quand même 8 sur la première Coupe du Monde. Après, je me mets une méchante boîte, je fais un trauma crânien, je fais 4 minutes de convulsion dans le pipe, j'ai du mal à m'en remettre, je finis 15 à la Coupe du Monde après. À Sochi, je commence à être mieux et à mieux skier, à me sentir bien. Et bon, voilà, j'ai fait le diesel quand même. Enfin, on peut pas dire que je reviens comme ça, j'ai fait le diesel. Ça a été long avant que ça arrive vraiment. Et après, le niveau des filles a carrément évolué. Il faut le dire. Quoi. Oui, non, mais on te pose la question. C'est-à-dire que là, j'ai un run qui est bien plus technique que ce que je pouvais skier il y a 7 ans en arrière. On le voit ton run ? On va le voir. D'accord ? Oui, si tu veux. On l'a en magasin. Donc on va voir ce run qui t'a permis de gagner les X Games, ta première victoire aux X Games, X Games Europe. C'est ça, voilà. Exactement. Première victoire. Tout juste. Voilà. Donc là, c'est toi. Oui, tout à fait. En vert. En vert. Vert grenouille. Et contre tout. Ah, mignonne. Et tous mes copains derrière, c'est Mélie Rose. Donc c'est un premier run, je gagne sur le premier run. Donc c'est un run où tu es censé assurer. Donc je ne mets pas des énormes airs. Il faut que ce soit propre, donc c'est grabé. Tous mes trucs sont grabés. Il faut qu'il n'y ait pas de geste parasite. Voilà, mon Mac Twist est grabé. Je n'avais pas du tout à le graber en début d'hiver. Donc voilà, il faut que ce soit propre jusqu'en bas. Ah, donc là, je suis contente, hein. C'est sûr que je suis contente, mais j'en ai sous le pied, quoi. Et c'est un bon total. Et finalement, je suis bien scorée, parce qu'on a quand même les mêmes juges tout au long de l'hiver, et que je suis allée les voir au fur et à mesure de l'hiver, savoir, tiens, pourquoi vous scorez bien cette minette, pourquoi vous scorez bien cette minette. À partir du moment où tu fais un sport à jugement, ben, c'est sympa d'avoir l'avis des juges et d'avoir un peu des pistes. Donc voilà, j'ai pris en compte ce qu'ils m'ont dit, et je pense que là, ils ont vu que j'avais fait les changements dont ils me parlaient au fur et à mesure de l'hiver. Entre guillemets, tu as skié pour les juges, là. Non, j'ai skié pour moi, tu rêves. Non. Non, mais parce que c'est pas un défaut, c'est pour gagner, si tu skis pour les juges. Ça se passe à jugement. Non, je skie pour moi, mais c'est une compète. C'est-à-dire que j'ai des pros. Quand je suis au départ, je suis pas là pour acheter du terrain. Enfin, tu vois, je suis contente et puis j'ai envie de faire bien. Et puis il y a tous les gens qui m'entourent et qui ont cru ou pas à mon retour, qui sont là. Donc j'ai envie de prouver à ceux qui y croyaient tout autant qu'à ceux qui n'y croyaient pas. Enfin, t'es super motivée. Donc non, je skie pour moi. Mais à partir du moment où tu fais un sport à jugement, où c'est pas un chrono qui dit paf, t'es devant ou t'es derrière, bah, je trouve ça intéressant d'avoir l'avis des juges. Surtout en ce qui concerne les filles, où ils ont du mal parce qu'on n'est pas très consistante. C'est-à-dire que celle qui monte, elle va pas graber, celle qui grabe, elle va avoir moins de difficultés techniques, celle qui a des difficultés techniques, elle les fait, mais c'est moins stylé. Donc on est sur une espèce d'énigme un peu compliquée à résoudre. Donc voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui fait que tu peux être devant. Alors là, X Games, on a vu ta course, maintenant c'est les jeux, forcément. Ouais, il y a quelques Coupes du Monde avant les Jeux. Oui, mais c'est quand même l'objectif, c'est les Jeux. T'es revenu pour faire les Jeux. Ouais. Donc c'est les Jeux. Donc tu as tout ce qu'il faut pour bosser, les conditions sont bonnes. Tu vas t'entraîner comment, avec qui Tu cherches le buzz, Gilles. Non, pas du tout. Je te pose une question. Non, je peux pas me plaindre dans le sens où je reviens sur le tard, de nulle part, avec des antécédents à la Fédé parce que j'ai pas été toujours très dans leur sens et tout. Donc je peux pas me plaindre de la façon dans laquelle j'ai été accueillie. C'est-à-dire que on m'a mis un coach physique à disposition. Après, ça va que j'ai l'appui de Fabien Bertrand, qu'on s'entend bien et qu'il a cru en moi assez rapidement. Derrière, je trouve que la structure en elle-même, non, elle n'est pas extraordinaire, c'est sûr. C'est le ski alpin qui domine tout quand même, non ? En fait, non, vous sentez comment dans la fédération ? Non, mais sérieusement, c'est le ski alpin qui est le plus aidé dans la fédération, non ? On ne peut pas leur jeter la pierre. Non, je pose une question, c'est pas un défaut, c'est pas une tare. C'est le ski alpin qui a le plus gros budget. Voilà, c'est ça. Oui, après, c'est aussi en termes de licenciés. Licenciés de profondeur de discipline, quoi. Bien sûr. Moi, je ne suis pas du tout jalouse des budgets de la Fédé alpine ou quoi que ce soit. Je dis simplement que la structure... Moi, je suis un mauvais exemple parce que je peux comprendre totalement qu'on n'ait pas voulu m'aider plus que ça.
Maintenant, j'attends de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir me proposer pour me préparer jusqu'au jeu. Mais si tu veux qu'on soit clair et cash, cette année, je me déplace sur les Coupes du Monde. Je paye même mon inscription sur les Coupes du Monde. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Donc l'année prochaine, ça devrait changer dans la perspective des Jeux, sûrement. J'espère, parce qu'il y a une médaille, il y a une médaille possible. Aujourd'hui, il y a une médaille encore une possible. fois, moi, j'attends rien de, si ce n'est qu'on puisse m'inscrire et que j'ai le droit de prendre part. Tu vois. Après, j'attends rien de plus. Je suis m'entourer correctement et voilà, ça fonctionne bien comme ça. C'est vrai que j'ai entendu que la coach américaine qui coach tous les athlètes. Elena. Ouais. C'est ça, c'est tous les athlètes qui doivent la. Alors elle, c'est encore un peu plus particulier, c'est qu'elle était la coach de tous ces athlètes qui faisaient les tournées internationales. Et au moment où le CEO valide le pipe au JO, les US décident de monter un team national. Et elle est une femme, elle dégage, et ils ont pris 2 coachs masculins à sa place qui coachent les athlètes qu'elle a montés. C'était un grand moment. Donc, halfpipe au jeu, les Français ont quand même beaucoup de chance, aussi bien chez les garçons que chez les filles. On a une belle équipe chez les garçons avec Roland, Krief, on a Paulie Villard aussi qui fait des choses assez étonnantes. Chez les filles, il y a Anaïs. Ben qui s'est fait un zoom et qui peut revenir. Anaïs qui est là. Anaïs Cardeux. Donc on va quand même regarder celui qui est la vedette de ce sport en France. On va regarder sa manche. Très bien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Kevin Roland, c'était aux X Games, ça valait une médaille de bronze. Tu peux y aller, tu peux dire... Ouais, Kéké qui tape dans les bâtons avant d'y aller. Il se dit dans lui-même, allez Kéké. Donc il revient d'un genou, lui aussi. Donc là, il fait un double où il finit en switch, un double Mac Twist. C'est hyper engagé d'entrer dans un run où tu poses en switch, quoi. Il faut garder la vitesse. Là, il revient un double. Ah, moi, c'est mon idole. Je kiffe ce mec. Il est travailleur, il est acharné, il est technique, il est dans le détail tout le temps. Et alors, contrairement à ce qu'on voit et ce qu'on pourrait croire, c'est pas quelqu'un qui est doué à la base, c'est pas quelqu'un qui a des facilités d'acrobatie ou quoi que ce soit. C'est un bosseur, mais comme t'as jamais vu. Et moi, je me suis calée à lui, et je reviens sur la mixité. Je l'ai tout de suite perçu, ce côté chez lui, dès que j'ai commencé à skier un peu avec eux. Et donc voilà, je me suis collée à lui en me disant, s'il fait 10 runs, je remonte et je fais 10 runs. S'il en fait 20, j'en ferai 20. Voilà, je trouvais ça sympa de raider avec les garçons. Alors on continue, on voit peut-être ce qui se fait de mieux actuellement en pipe. C'est Taurine. Voilà, la différence est minime. Ouais, c'est vrai. Allez, Taurine, Yater-Wallace. Alors Taurine, qui est très jeune, il a 17 ans, qui est un adepte des sorties et des boîtes de nuit. Alors Taurine, ce qui l'avantage à mon avis, c'est qu'il a un double flat spin qui est une rotation que ne fait pas Kevin. Ils font des choix différents, je veux dire, tu n'as que 6. Donc flat spin, tu décodes un tout petit peu flat spin. Le flat spin, c'est une rotation un peu particulière, et là, il la remet dans l'autre sens. D'accord. C'est une rotation plus à plat, qui coupe un peu le rythme des doubles cork ou des doubles Mac Twist. C'est clair, non? Oui, ça vous a paru clair? Non, ouais, c'est un peu chinois. Comment vous dire? Il faut être technicien pour voir la différence entre un. Vous avez suivi les X Games, là, vous avez regardé un peu, vous y êtes intéressé? Non, pas le temps? Non, pas le temps. Non, pas le temps. Non, malheureusement. Parce que nous, on regarde le ski alpin. Tu vois, on rentrait de Sochi et on était tous sur Internet à Moscou, là, en train de choper une connexion pour pouvoir voir les Coupes du Monde alpines. Nous, on est assez intéressés. Un mot de ces X Games en France? Ouais, écoute, c'est tout. Moi, quand 120 000 spectateurs, c'est vrai, il y avait beaucoup de monde. Oui, il y avait beaucoup de monde, et puis c'est sympa de. 117 000 les organisateurs et la police aussi. Donc ils sont tous d'accord. Tout le monde était d'accord sur le. D'accord, la police municipale aussi. Tu as assisté, tu y étais, tu as assisté un peu à tout. Tu es l'un des journalistes qui va le voir le plus d'épreuves dans différentes. Je suis assez curieux à ce niveau-là. Alors, un petit sentiment sur ces X Games? Moi, ce que j'aime chez eux, c'est la disponibilité des athlètes. Même à 10 minutes ou un quart d'heure d'aller faire leur run, ils restent d'une disponibilité qui toujours me scotche. Donc ils ont compris qu'ils étaient un petit peu à la marge, mais ils restent très disponibles. Ils ont des histoires, ils sont assez originaux dans leur approche, dans leur façon de faire fonctionner leur team. C'est plus compliqué en alpin, non? Peut-être, si tu dis ça, non? Oui, c'est un petit peu plus compliqué, même si ça s'est bien amélioré depuis 3 ans, quand même, faut le dire, parce qu'eux aussi ont compris qu'il y a un moment, il fallait se rendre disponible, parce que voilà, on a Internet, on a tout ça qui fait que maintenant, l'actualité, c'est 24 heures sur 24. Quoi. Patrick, quand tu vois ces X Games Oui, non, mais quand j'entends
je t'entends parler de la disponibilité, elle est vraiment la conséquence, je pense, du fait qu'ils se prennent en charge, qu'ils sont obligés d'être inventifs, de trouver des sponsors, de trouver des moyens, et je pense que ça, c'est très intéressant. Et effectivement, l'Alpin a peut-être des choses à aller récupérer là-dedans. Vous les coucounez trop, vos filles, non? Toi, tu as le sentiment un peu... C'est ce que ça voulait dire un peu tout à l'heure quand tu disais il faut les... Non, mais c'est clairement un petit peu plus d'indépendance aux filles, ça leur ferait du bien, mais parfois on peut pas lâcher le truc. Moi, j'essaye de leur donner beaucoup d'indépendance et qu'elles fassent les choses par elles-mêmes. Mais quand je vois que ça prend un peu trop de temps, que ça leur prend plus de temps que ça me prendrait à moi pour organiser quelque chose, je le fais moi. Ah d'accord. Voilà. Si ça me et plaît, puis c'est très culturel, c'est le mal est fait dans les clubs. Donc il y a aussi en profondeur. Donc ça, c'est des vieilles habitudes. Mais effectivement, ça joue. Le ski est un sport précis de décision et ça joue, je pense, un moment sur la prise de décision. Voilà, donc on doit les amener à l'autonomie, mais pas la décréter, mais on doit. C'est vrai, ça aussi, ça va être dans la culture. Et il y a du boulot un peu là. Ah, ouais, oui, t'as le sentiment qu'il y a du boulot. Ah, oui. Ça vient de loin. Ah, ouais. T'as eu à faire ça avec tes filles, toi? Oui, j'ai eu à le faire, et puis j'essaye vraiment de leur donner une autonomie, qu'elles fassent les choses par elles-mêmes, mais pas plus tard qu'hier, je m'aperçois qu'elles ne savaient pas comment elles allaient partir aux douanes pour des courses en Autriche, alors que c'est pas moi directement de gérer ça. Bon, surtout après, pour les douanes, peut-être. Ça n'a pas pris... Non, mais après, j'étais douanier aussi, mais ça m'a pas pris longtemps non plus pour organiser. Mais en fin de compte, elles partaient mardi, on est je ne sais pas quel jour. Et on est mercredi aujourd'hui, voilà, donc elles partaient hier, quoi. Voilà, elles partent, ouais. D'accord. On va continuer, on va rappeler l'ami Guillaume, qui en a encore un tout petit peu dans la besace, et puis après, on fera vos coups de cœur et vos coups de quart. Hein. Dernière, Guillaume. On reste dans le super pipe des X Games avec un Français. Je voulais vous parler de lui parce qu'il apporte une petite touche un peu rock'n'roll originale. C'est Geoffrey Paulet-Villard. Donc il s'est fait remarquer aux X Games d'Aspen, donc aux États-Unis en janvier, par son amplitude et la hauteur de ses sauts. Là sur les images, on est au championnat du monde de Voss en Norvège. Et là, on a vu juste avant un record du monde, 8,50 m. 8,50 m de hauteur. Alors, c'est pas tellement impressionnant sur les images, mais je peux vous dire que... C'est 8,50 m à partir du coping, c'est-à-dire du sommet du demi-tube. Et quand on sait que, Marie, c'est haut, c'est raide, la courbe courbe fait 6 mètres, c'est raide, c'est gelé. Quand on rajoute 8,50 m... Donc ça fait 6 mètres et t'as 8 mètres. Donc t'as 14 du sol, là, c'est ouais. Et il m'avouait qu'il fait plus trop la différence du moment qu'il est à 5-6 mètres, que ce soit 5, 6, 7, 8. Il a la même sensation de hauteur, mais pas plus... 5 Par étages. contre, le risque est quand même énorme. C'est-à-dire qu'il a la courbe, vue de si haut, elle est tellement... c'est quand même très... Enfin, c'est vertical, donc ça fait qu'il a une marge d'erreur qui est quand même... Et je ne dis pas le dégât s'il ne pose pas dans la courbe. Il y a eu des accidents avec Sarah, justement. Ouais, bon, Sarah, c'était vraiment une chance, pas de chance, quoi. Enfin, c'est le truc qui ne devait jamais arriver, quoi. Elle fait l'autruche un peu en réception, mais elle n'est pas montée à 8 mètres de haut, mais elle fait l'autruche en réception et elle s'ouvre une artère qui sert à irriguer le cerveau, donc elle fait une hémorragie interne. C'était la meilleure discipline. Ah ouais, complètement, ouais. Ensuite, on va parler de nous-mêmes pour une fois, de Ski Room. Ah bon Ski Room a fait parler d'elle sur le web et dans le milieu du slopestyle. Souvenez-vous, première émission de Ski Room, Fabien Saguez, le DTN de la fédération, qui nous dit il n'y aura pas d'équipe de France de slopestyle. Donc on a un vrai problème de niveau international. Aujourd'hui, on n'a pas d'athlètes français qui sont capables de jouer avec la concurrence internationale, d'imaginer même rentrer dans les finales. Je dirais presque que Sochi, on va oublier. Ouais. On va oublier. Voilà, Sochi, on va oublier. Alors, je dirais presque. Ouais. Presque. Ah. Autant pour nous. Vas-y. Autant vous dire que la phrase a circulé dans le milieu du slopestyle, la vidéo a tourné. Un mois et demi plus tard, de polémiques, de discussions. Un mois et demi plus tard, il y a aussi les championnats du monde de Voss avec la qualification de 2 Français en finale, Antoine Adélis et Julien Bonner. Eh bien, le DTN a changé d'avis, on l'écoute, on le retrouve au championnat du monde de Voss en Norvège. L'année dernière, on a commencé à reconnaître sur le plan du statut d'athlète de haut niveau les athlètes du slopestyle.
Et maintenant, je pense qu'il est temps de passer à autre chose et de créer cette appellation équipe de France Slopestyle qui permettra aussi d'avoir une réelle identification de ces athlètes-là au sein de l'équipe de France olympique puisque le but sera de se qualifier pour les Jeux olympiques. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il y aura donc une appellation, je repensais, une appellation équipe de France Slopestyle à Sochi. C'est grâce à toi alors. Grâce à nous, j'ai pour une fois pensé à quelque chose. On termine, et alors ça c'est quand même mon petit coup de cœur. Pierre Guyot, qui est un skieur un peu fantasque, qu'on aime beaucoup, a fait une vraie performance. On va la voir en image, il s'agit d'un quadruple backflip, c'est-à-dire 4 rotations. Caméra embarquée. Donc. En caméra embarquée, 4 rotations enchaînées. Voilà. Là ça tourne. Et il replaque. Voilà. Alors sa performance, il a des bâtons. Sa performance, elle n'est pas du tout sportive, elle est médiatique parce que c'est un faux. Il a fait un double backflip et il a collé les deux. Voilà, les deux. Joli. Tout le monde l'a cru. En attendant, pas tout le monde, mais la vidéo a circulé sur le web à une vitesse faramineuse et aux États-Unis, et il a scoré un nombre de vues assez incroyable, jusqu'à révéler quelques jours plus tard qu'évidemment c'est un montage. Voilà. Donc on le félicite pour ce montage et pour sa performance médiatique, à défaut de sportive. Voilà, ça nous permet de passer à notre rubrique coup de cœur, coup de cœur. Donc tu as donné ton coup de cœur, tu as peut-être un petit coup de cœur là, non? Allez, un petit coup de cœur. On revient aux X Games à Tignes. Alors j'ai regardé un peu les logos des partenaires. Il y a beaucoup de logos évidemment. Qui sont les partenaires principaux des X Games qui restent jusqu'au JO la compétition de référence pour le freestyle? Eh ben, c'est Red Bull, boisson, GoPro caméra, Jeep voiture, SFR téléphone et Wedze, une marque de Décathlon. Il y a même Nerf qui vend des pistolets avec des fléchettes en mousse qui étaient partenaires et j'ai vu aucune marque traditionnelle de ski ou même de marque de vêtements de ski. Aucune n'était partenaire des X Games. Voilà, je voulais juste le citer. Bon. Je crois que c'est un problème de coût pour être partenaire et de retour sur investissement. Marie, ton coup de cœur. Ton coup de cœur à toi. Mon coup de cœur. Alors c'est un événement qui s'appelle les Nine Queens, qui se passe en Autriche. C'est des minettes qui font du ski, mais principalement du slopestyle. Donc pour vous messieurs. Oui, non, mais ça, on voit, voilà. Regarde, donc on voit les images là quand même. On a une équipe de France. On a une équipe de France. Ouais, on a une super équipe. Non mais on a une petite pépette qui, double backflip, facile. Alors ça c'est Colline justement, c'est une petite française qui elle a chuté. Mais Colline bat les bases. Elle l'a plaqué direct là, Jamie elle l'a posé crème. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est un petit château pour les filles, c'est super bien shapé, c'est propre, c'est que des gondesses. Là, on a un joli flat spin 3-6. Ah ouais. Elles sont en double. Il faut juste signaler quand même que là, dans cette vidéo, elles ont des amplitudes qu'on a rarement l'habitude de voir chez des filles. Ouais, mais c'est super bien shapé, c'est-à-dire que si tu as une réception qui est vraiment longue, tu peux te permettre de mettre un grand plat à passer. Puis les filles, elles commencent à avoir du métier dans les pattes. Donc, ouais, vous avez choisi le bon shot. Non, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très malin, quoi. Enfin, oui, mais on le savait. Mais, tu sais pourquoi j'ai envie de dire. Attends, on reviendra. Bon, alors, ton coup de quart. Là, c'est contre vous du coup. Non, mais il y a une boîte dans tout l'édit sur la vidéo. Messieurs, dames, allez voir l'édit directement sur Internet. Faites-vous votre propre idée, ça me fera plaisir. Vous verrez que c'est vraiment impressionnant, spectaculaire. Coup de quart, Guy Lacombe. Bernard Lacombe. Ouais, Bernard Lacombe, ouais. Coup de quart, Bernard Lacombe, bravo. On écoute, je crois qu'on l'a. Écoutons-la, c'est extraordinaire. Bernard, tu peux lui répondre à l'heure Non, un attaquant qui marque pas. Parce que l'heure, elle joue ensemble dans son club aussi. Je discute pas avec les femmes de football. C'est pas beau ça, Bernard. Non, mais je le dis parce que c'est une chose, c'est mon caractère, c'est comme ça, c'est ma façon. Je s'occupe de leur casserole, et puis voilà, ça ira beaucoup mieux. Voilà, qu'elle s'occupe de leur casserole. Bon, là c'est fallu, il y en a une grosse là par contre maintenant. Non mais c'est juste inadmissible. Ouais. Mais alors ce qui m'embête, c'est que je pense que lui est bête et qu'il a réussi à le dire ouvertement, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui pensent comme ça encore aujourd'hui et c'est triste. Et donc voilà, vive les petites meufs qui vont sauter les kickers aux Nine Queens. Parfait. Élodie? Alors je commence par le coup de cœur. Coup de cœur, comme tu veux, coup de cœur. Coup de cœur. Donc c'est Sophie Rodriguez qui a fait 3e au mondial de halfpipe cette année et qui gagne aussi la dernière étape de Coupe du Monde en Espagne.
Et elle a une longue carrière là, derrière elle déjà. Ouais. Elle a déjà fait des super trucs en halfpipe. Et ce serait bien qu'on parle un peu plus d'elle. Ben voilà, c'est fait. Ouais. Et un petit coup de quart. Et puis coup de quart, donc j'avais dit oui, les price money qui sont 3 fois, enfin entre 2 et 3 fois moins élevés pour les filles que pour les mecs. Et je trouve que c'est pas forcément. Il n'y a pas une grosse différence. On a regardé sur l'échec à Verbier, c'est pas trop mal à Verbier encore. Vous êtes moins bien servi, mais c'est pas si grave que ça. C'est sur l'ensemble de la saison, quoi, en fait. Oui, en général, c'est toujours. Non, mais le problème n'est pas là. Pourquoi pas si mal servi, Gilles? Bah pas si mal, mais pourquoi c'est pas la même chose? Mais non, mais regarde, tu vois, tu fais partie. Parfait, non, mais tu rentres dans l'inconscient collectif. Non, mais c'est pas bon. Allô, Bernard. C'est l'inconscient collectif. C'est pas trop mal. On a regardé, c'est un peu moins. Mais pourquoi c'est un peu moins? Moi, j'ai pris exactement la même chose que le garçon, ex-gars. Parfait. Ouais. Et t'as payé des coups à tout le monde et... Bah ouais, c'est ça. Ça coûte cher, ça. Mais ça fait pas longtemps. Hein. Mais voilà. Nico. Nous, on se cale pas, c'est pas trop mal aussi, ils ont les mêmes. Ils ont les mêmes. Donc voilà. Ça fait C'est fait. Nico, ton petit coup de cœur? C'était Marion Roland. Ouais, c'était Marion Roland parce que définitivement, ce titre de championne du monde, ça a été un grand moment. Ouais. Je pense qu'elle le mérite, elle le cherchait et ça fait du bien à tellement de monde autour. J'ai trouvé beaucoup d'émotions autour de ce résultat. Ouais. Puis tu avais parlé aussi de Méribel aussi. Hein. Tu trouvais que l'organisation à Méribel était bien? Ouais, et Méribel parce qu'il y a un retour de la Coupe du Monde là-bas. Ils ont les finales en 2015. Toutes les équipes, mais vraiment toutes les équipes qui étaient présentes là-bas ont été éblouis par le site, éblouis par cette course, éblouis par les gens qui les ont accueillis. Et donc, c'était un grand moment de l'hiver. Et puis Marie avait été bonne, là, on va donc aussi... En plus, ouais, Marie avait bien réussi. Coup de quart? Coup de quart, Lindsey Vonn. Qui veut courir chez les hommes? Ouais, en début de saison, qui dit je veux courir chez les hommes. On n'en sort pas, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Non, c'est pas du tout Bernard Lacombe. Justement, je trouve que c'est un non-respect par rapport aux autres filles, parce qu'elle s'estime trop haute et trop forte pour courir avec des personnes du même sexe. Donc, non, ça m'avait vraiment gêné. Parfait. Benjamin, à toi, ton petit coup de cœur, ton petit coup de... Mon petit coup de cœur, c'est la médaille d'argent de Gauthier. Ah, Gauthier de TCR. Voilà, j'ai trouvé ça, c'est vraiment un signe fort. Beau podium quand même là, il y avait du beau monde. C'est la preuve que le niveau est extrêmement serré. Gauthier n'a pas été qualifié, et à juste titre. Concours de circonstances, Yo se blesse. Il arrive la veille, complètement décomplexé, un peu revanchard, et puis il nous sort une discipline qui touche, quoi, le Super G. Vous allez en faire beaucoup du Super G? Puis il y a aussi l'attrait, la discipline. Ouais. Super G, parce que on a abandonné à un moment donné le Super G un peu. Cette discipline, c'est un peu le parent pauvre de notre sport. Là. On dit on va l'arrêter. Parce que c'est finalement, c'est une discipline magique, d'instinct vraiment. Voilà, donc ça c'est le petit coup de cœur. Et puis le coup de quart, j'attaque fort, c'est la FISE. Ah, tout de suite, entrée, toi tu vas te faire des amis tout de suite. Voilà, non, c'est un peu les incohérences des décisions. Alors on veut réduire les blessures, il y a la législation sur le matériel qui est une bonne idée dans le fond. La façon dont ça a été amené un peu moins, et puis surtout le contrôle. Moi j'ai vécu une saison chez les hommes sur la Coupe d'Europe où il n'y avait pas de contrôle. Donc ça crée de la suspicion sur les perfs. Voilà, et puis à côté de ça, on n'agit absolument pas sur les calendriers, sur la Coupe d'Europe, des calendriers infernaux, où à la sortie, on fait plus de 36 départs, on parcourt l'Europe à droite, à gauche, en voiture, parce que les budgets ne permettent pas de se déplacer en avion sur le circuit Coupe d'Europe. Et on se retrouve avec des minettes. On a une Adeline Beau aujourd'hui qui est blessée, une Estelle aujourd'hui. C'est ça, Et finalement, il y a une incohérence entre les mesures prises sur le matériel et les cadences infernales. Et là, il faut vraiment s'y pencher. Patrick ? Puisqu'on est sur la FISE, je vais commencer par mon coup de quart, parce que moi je les ai vus devant ma télé, malheureusement je n'y étais pas, mais à Land the Ride, j'ai essayé de voir les finales en descente, en Super G, les reports, les annulations, et franchement je ne comprends pas qu'on ne puisse pas faire un calendrier des finales dans lequel on puisse, dans tous les cas, caser les descentes. La descente, là, il y avait quand même des globes en jeu, on s'est retrouvé avec Lindsey Vonn qui gagne son globe sans courir, avec Tina Mazé qui rate le... Bon voilà, Svindal, ça enlève tout le... Je trouve que on l'a déjà vu sur des étapes de Coupe du Monde, on a versé des épreuves parce qu'on savait que la météo était pas bonne, ne pas pouvoir, et puis en plus laisser cette épreuve par équipe qui n'a qu'une valeur relative, je pense que là, il pourrait quand même se pencher sur le calendrier, essayer de faire mieux organiser les finales. Vas-y, dis-moi. Je pense que définitivement, ils se sont penchés sur le problème et
Quand on a une descente et un super G, on reprend quoi? On prend la descente ou le super G? Oui, je comprends. Non, mais je suis d'accord avec toi. Donc on annule en tout, on est tranquille. Voilà. Ouais, mais c'est allé un peu. Enfin, c'est Tina Mazé, au final, quand elle avait fait 3 courses de plus que Von, donc elle avait le temps aussi de prendre le globe avant. Parfait. Oui, elle ne l'a pas pris. Très bien. Bon, un petit coup de cœur. Bon, la FIS, elle en a pris, là, c'est bon, le coup de cœur. Pour le coup de cœur, j'en avais un qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est la victoire des Français en combiné nordique. Par équipe. On les a mis derrière. Voilà, par équipe, parce que c'est vraiment formidable. Ils avaient une médaille ensemble en junior, puis après ils venaient buter toujours sur la 4e place, et là, de nouveau, ils gagnent, et ils font l'or. Et puis un tout petit rapide improvisé, mais j'ai appris que Martin Fourcade et ses potes du biathlon ont offert le match retour Barcelone-PSG à leur coach pour les remercier des awards. C'est sympa, ils leur ont payé le voyage là-bas. Et tu vas les voir là-bas, alors, toi, non? J'espère aller les accompagner. Je vais pas demander à Martin s'il me paye le voyage. Moi, un petit coup de cœur aux X Games parce que je me désespère de voir un jour du ski cross et du snowboard cross à Tignes. Ouais. Donc je trouve que ça donnerait un petit peu plus de volume encore cette belle manifestation. Non, et je sais que ça n'arrivera pas, hein, mais voilà, ça fait maintenant 4 ans que j'y vais et je me dis que c'est dommage parce que ça aurait toute sa place aussi, ça donnerait un esprit encore un peu différent. Et mon coup de cœur, c'est pour le ski alpinisme et les Français. On n'en a pas beaucoup parlé et on a des top athlètes, Laetitia Roux, qui est multiple championne du monde, William Bombardion, qui est un ancien skieur alpin, avec Matteo Jacquemou. On voit là, la Pyramide. Voilà, ils ont gagné la Pyramide. Ils ont aussi battu Kylian Jornet. Kylian Jornet, donc la vedette derrière. Voilà, la vedette. Et donc ça veut dire que voilà, on est vraiment là très fort dans cette discipline de montagne qui est aussi du ski. Et en plus, c'est magnifique. C'est magnifique, il y a du monde, c'est l'Alpe d'Huez. C'est l'Alpe d'Huez pour le ski alpinisme. Voilà. Très sympa. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour là. On a fait le tour, je vous remercie, on va plier. On a un prochain rendez-vous avec Ski Room, ce sera le 4e fin avril, début mai. Je vous remercie d'être là. Et puis c'est un peu pour toi, Marie. C'était pour te montrer pourquoi on avait choisi la chute de Colline Ballet-Basse. Voilà, regarde bien. 1900. I'm so stoked right now. Big pretty jump. It's great. I'm having a good day. Tu m'as pardonné? C'est bon. Ça va? Tu payes la bouffe quand même. D'accord. Merci à vous. Passez une bonne soirée et faites du bon ski.